Est-ce que tu préfères faire pleurer ton invité ou alors le faire éclater de rire? Le faire pleurer, à 100%. Je suis passionnée par le podcast depuis le Covid. Mon podcast, c'est ma vie. En plus de ça, j'adore l'argent. 5% des podcasts qui existent sont rentables. Avoir de l'audience, c'est pas un gros mot. Si tu fais un truc qui te correspond mais qui a aucune audience, en fait, ça a aucun impact. C'est combien la somme pour une saison? Une saison, on était à 8 € l'épisode. Il y avait une vingtaine d'épisodes. C'est quand même pas donné à tout le monde d'être écouté par des gens pendant 1 heure. C'est un geste qui est psychologiquement névrotique en réalité de parler dans des micros. Ce genre de format, on ne les aura jamais à la télé ou à la radio. On va jamais recevoir un inconnu pour qu'il nous raconte des anecdotes. Plus c'est long, mieux c'est comme Grave. une relation sexuelle. C'est exactement comme les Américains qui se ruaient vers l'ouest pour aller chercher de l'or. C'est un marché qui est vierge. Ça s'appelle l'océan bleu. En fait, t'as des pionniers qui arrivent et qui vont créer le fonctionnement de ce marché. J'ai un besoin de m'exprimer parce que j'ai vécu un traumatisme le 7 octobre 2023. L'audience, en fait, c'est inestimable en argent. Investir dans ton personal branding, aujourd'hui, c'est un des meilleurs choix peut-être que tu peux faire. Le jour où tu crées ta marque, tu auras déjà tes premiers clients qui seront déjà là. On va peut-être commencer par le premier jeu qu'on a appelé le podcastomètre. On va te poser des petits dilemmes et tu vas nous répondre sur cela. D'accord, Est-ce que ça te va? bien sûr. Spotify ou Apple Podcast? Très bonne question. Je dirais Spotify, alors que j'adore Apple Podcast. Moi, j'ai un abonnement Apple Music pour écouter ma musique et pas Spotify, alors que j'ai bossé pour Spotify. Mais pourquoi? Parce que on est une famille qui avions des Mac depuis l'enfance. Bon, bref. Ok. Mais Apple Podcast, en devenir, par contre, je les attends un peu au tournant parce qu'ils arrivent en vidéo là et j'espère qu'ils vont Grave. faire une plateforme un peu plus chaleureuse pour les podcasts. Et il y a une fille qui bosse, qui s'occupe des podcasts chez Apple Podcast en France qui s'appelle Mélanie et que j'embrasse très fort. Mais c'est vrai que Spotify sont plus à la pointe et comme ils m'ont filé des chèques à 6 chiffres, je dirais Spotify. Je te rejoins d'ailleurs sur la team Apple Music, moi c'est pareil. Ok, très clair. On s'en fout, mais vas-y, ouais. Après, je te fais une déclaration Ok, ça marche. parce que je tiens à la faire. Toi aussi, t'inquiète. Tu préfères le podcast audio ou le podcast vidéo? T'imagines, elle dit audio. C'est compliqué à dire. Aujourd'hui, je dirais que pour mon format à moi, c'est la vidéo. Surtout que j'adore quand les meufs me demandent pourquoi je fais de la vidéo. Je leur dis parce que j'adore être filmée, déjà, dans un premier temps. Donc, il y a ça. Mais le podcast audio, moi, j'ai fait mes premières armes avec le podcast audio. Et en fait, le podcast audio, il y en a plein qui sont géniaux. Transfert, t'en as plein qui sont trop bien. Donc, franchement, les deux sont bien. Et il faut quand même rendre un peu d'amour à la radio. Tu vois, à la radio qui est de plus en plus filmée, mais qu'on a quand même du plaisir à écouter. Ok. Tu préfères Mais bon, avoir... si vous voulez percer dans le podcast, lancez un podcast vidéo, puisqu'en fait, je vois pas comment on peut buzzer avec un podcast audio. Mais ça, c'est Ouais. pour les nouveaux. Voilà. Mais les anciens qui ont fait leurs armes en audio et tout, love. C'est vrai. Tu préfères avoir une star sur ton podcast ou avoir un inconnu mais qui a une histoire incroyable à raconter? Inconnu avec une histoire incroyable à raconter, ça c'est sans hésitation. Tout le monde le dira, tous les gens qui ont fait les 2 peuvent te le dire. Tu peux faire des en fait, l'exemple parfait, c'est Philippe Boxeau. Philippe Boxeau, le médecin légiste, de Guillaume, qui est Ouais, son guest en star, qui en chef, qui vient et qui fait à chaque fois 10 millions de vues. Et lui, de base, il était pas connu. Alors il fait un métier assez ouf avec des histoires assez ouf, c'est pour ça qu'il fait de l'audience. Mais c'est sûr, vaut mieux faire des inconnus qui ont des histoires intéressantes à raconter parce que vraiment le truc le plus important dans le podcast, c'est le contenu. Bien C'est, l'échange qui se passe. Mm. Que tu aies une star qui te raconte des trucs, sans tellement d'intérêt, ça va pas buzzer. Et petit aparté aussi pour dire que ce genre de format, on ne les aura jamais à la télé ou à la radio. Bien Parce sûr. qu'à la télé ou à la radio, on reçoit que des gens qui sont connus. On va jamais recevoir un inconnu pour qu'il nous raconte des anecdotes. Ouais, Ça, c'est aussi une particularité du très peu de podcast. cas, oui, bien sûr. Tu préfères être la seule host du podcast ou alors partager le hosting avec une autre personne? Ça dépend, encore une fois, Il se sent, hein. je suis très macroniste dans cette interview. Non, il y a pas de en même temps. Là, je prends beaucoup de plaisir sur Conversation avant la fin du monde à être seule. Et si tu as un duo créatif avec lequel ça marche super bien, c'est trop cool aussi. Là, vous êtes 2, je pense que vous prenez du plaisir tous les 2 à interviewer. Après, c'est vrai qu'on se marche un peu sur les pieds quand on est 2, je pense, et que les plus gros podcasts sont animés par des gens solo, Ouais. quand même. Donc, je dirais solo. Tu préfères enregistrer dans un studio comme ici ou dans ton canapé? Dans un studio, sans hésitation. D'ailleurs, ça a été, depuis qu'on est dans le studio, je fais beaucoup plus d'audience parce qu'en fait, chez moi, c'est beau, mais en fait, le côté trop intimiste déjà qu'un podcast, c'est intime. Si tu es chez Watt,
là, c'est dans ce cadre d'interview de personnalités, de gens que tu connais pas forcément, hein, parce que tu vois, tu as des podcasts que les gens font sur des canapés qui sont géniaux. Genre, tu as Kitchen Mitch, j'arrive jamais à le dire. C'est Bilal Hassani et son meilleur ami qui sont sur leur canapé et qui font un podcast sur leur canapé qui est génial. Donc, allons l'écouter vraiment. Après, moi, ça marchait moins. Mais je préfère le studio et le studio, ça légitime plus, ça me donne plus confiance en moi, en fait. C'est aussi quand tu invites des gens, je pense, c'est plus, stylé et même ça eux, ils se sentent mieux Ouais, c'est une quand ils figure sont d'autorité. invités dans une, peut-être dans une, bah, ici, on peut le dire, on est dans un plateau du coup d'entreprise comme tu le disais et du coup, je pense que ça rend mieux en fait de leur dire: «Venez, c'est ici que je bosse et c'est ici que j'ai mon studio», plutôt que de leur Oui, dire: «Venez dans venez mon chez moi. salon, Mmh. voilà, dans mon canapé», quoi. Exactement, ouais. Épisode de 30 minutes ou épisode de 1h30? Épisode de 2h30. Genre, plus c'est long, mieux c'est comme, une relation Mmh. sexuelle, je dirais. Non, c'est Ah! non mais non mais c'est vrai, quand c'est bien et que c'est long, c'est génial et je crois À qu'on ne se pas sortir dirige du contexte, attention, on hein. se dirige de plus en plus, vers du très long. Thinkerview et des interviews de 3h30 les gars. Ouais. Mmh. Tu préfères Ils ont avoir une interview parfaitement millimétrée ou avoir quand même une bonne dose d'impro dans ton interview? Ça dépend de la personnalité. Moi, j'aime bien qu'il y ait, de l'impro. J'aime qu'il y ait de l'émotion. Donc en fait, l'émotion, c'est de l'improvisation puisqu'en fait, l'émotion, par définition, tu ne la contrôles pas, tu ne la calcules pas. Donc moi, je vais essayer quand même de millimétrer des questions pour créer de l'émotion qui n'est pas calculée. Mmh. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire. OK, et j'en ai juste une toute dernière du coup. Est-ce que tu préfères faire pleurer ton invité ou alors le faire éclater de rire? Le faire pleurer à 100. Bah, non, mais oui, bah, en fait, c'est beaucoup plus dur de faire pleurer quelqu'un que de le faire, rire en réalité. C'est beaucoup plus les Oscars, ils sont donnés à des films dramatiques, tu vois? Pas à des films comiques. Malheureusement, c'est comme ça et comme tu vois un Oscar, bah, voilà. Je vous rappelle quand même que les Golden Globes ont créé une catégorie, pour récompenser les podcasts. C'est vrai que c'est assez curieux parce que Good. c'est une cérémonie de récompense de films, mais il y a la catégorie podcast et voilà, c'est un appel que je fais aux Césars, à la cérémonie des Césars, créer une catégorie podcast. Ça vous rendrait beaucoup plus moderne, beaucoup plus ambitieux sur la vision que vous avez de votre propre cérémonie et inspirez-vous des Américains parce que vous le faites déjà, donc allez, jusqu'au bout des choses. Bonjour Bonjour. Julia Layani. Bonjour Louis, merci beaucoup de m'inviter Julia dans ce Layani, podcast. étoile montante, du podcast, en France. Bravo. En collaboration de l'agence Illustre, évidemment. Bien sûr. Bah, bienvenue. Là, du coup, on lance notre podcast. Alors ce podcast n'a pas de nom encore. On n'a pas Super. trouvé un nom qui nous a convaincus donc Vous me prenez toujours pour vos crash tests en fait, ouais, là. là, tu es carrément le crash test, officiel. Mais justement, peut-être que justement non, on t'a ramené pour justement trouver une idée de nom. Voilà. Ah! Parce que tu as des bonnes idées en podcast de manière générale, donc peut-être que tu auras une bonne idée de nom là qui va venir au cours de l'interview. Très bien, utilisez-moi gratuitement, vas-y. Voilà. Enfin, si tu trouves un nom Ça qu'on va bien. retient, on te paye 4 000 balles. C'est une vanne. Ah oui, d'accord, non mais c'est bon, ça commence bien toi, Non mais OK. dilapide l'argent là. Non, mais du coup, pour expliquer le but du podcast, peut-être que ça va te donner des idées de nom. En gros, l'idée de ce podcast, c'est d'interviewer plusieurs podcasteurs de la scène française et de leur poser à peu près 3 parties de questions. D'abord, de voir avec eux pourquoi ils ont lancé leur podcast. Ensuite, de savoir qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce qu'ils en tirent, voilà, quels sont les bénéfices, que ce soit matériels ou immatériels, spirituels, voilà, quels sont les bénéfices de manière générale. Ça peut être spirituel. Ça peut être spirituel, puis on en parlera et des anecdotes générales sur, voilà, le déroulé de leur podcast, sur des invités et tout, voilà. On Super, on en verra peut-être avec toi. très bien, très studieux. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que ces 2 hommes, sont à Sciences Po encore, on peut le dire? Ou C'est vrai. plus? Si, si. Lui encore, Toi encore moi, aussi. j'ai un pied en dehors quand même. À Sciences Po, j'ai l'impression qu'on fait des plans quand on fait des choses, donc c'est ce que vous venez de faire, donc bravo. Exactement, on va Ouais. commencer par ça. On n'est pas allé. Donc partie 1, Définition des termes. voilà, Podcast. on commence l'accroche. OK. Hem, Bah, bloc 1, en vrai, c'est pourquoi tu as lancé un podcast? Alors toi, la différence, c'est que tu en as lancé 2. Non, j'en ai lancé enfin, moi j'aimerais j'en ai juste fait même plus. partir sur un truc avant. Julia, est-ce que tu peux te présenter? Pour les gens qui nous écoutent, qui nous Tout regardent, à fait. peut-être que ça pourrait être la première étape? C'est vrai que c'est une bonne chose. Absolument. C'est d'ailleurs une question souvent que les podcasteurs posent aux invités, c'est: C'est vrai. «Présente-toi toi-même». C'est pas par flemme, mais c'est parce que je trouve que c'est toujours intéressant de demander à quelqu'un de se présenter à ce moment-là, quoi. Parce qu'en fait, tu te présentes jamais vraiment tout le temps de la même manière, ça dépend du contexte. Là, c'est un contexte où on va parler de podcast, donc je vais enfin bon bref, voilà. Mais il y a un débat là-dessus, parce qu'il y Ouais, a dans le milieu journalistique, on est en mode, les journalistes doivent présenter l'invité, c'est pas à l'invité de se présenter, quoi. ouais, c'est vrai. Donc c'est une Ah, première il y a un différence. débat là-dessus?
Bah, il y a plein de journalistes, qui sortent d'école de journalistes qui sont en mode, non, non, un travail de journaliste d'interview, c'est de commencer en faisant, une présentation de l'invité, en faisant sa propre bio à sa Oui, place, quoi. OK. Mais les podcasteurs ne sont pas des journalistes, pour la Exactement. plupart. Et on va en Et reparler. ça, c'est très important de le dire. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a fait une école de journalisme et qui a une carte de presse. Ouais. Moi, j'ai fait une école de business, OK? Et je me revendique pas comme journaliste. Par contre, c'est très important que dans la société, il y ait des journalistes. Oui, oui. Je dis pas qu'il faut devenir Joe Rogan ou Alex Cooper. Il faut qu'il y ait des journalistes qui soient très, très forts dans la société, c'est très important. Et encore une fois, moi, il y a des journalistes que j'adore et qui sont iconiques. Mais juste, moi, je ne suis pas journaliste et ça veut pas dire que ça ne me donne pas le droit de parler à des gens. Juste, Mmh. je fais confiance à l'audience et les Français sont très intelligents pour savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas et de savoir quels sont les cadres des interviews qu'ils écoutent. C'est Ils ça. savent très bien quand ils écoutent un journaliste qui, se doit d'avoir une neutralité, ou de respecter sa ligne éditoriale et ils savent très bien quand ils écoutent, Guillaume Pley qui n'est pas journaliste, moi ou, d'autres gens. Et je pense que c'est très bien d'ailleurs que les non-journalistes comme toi assument de ne pas être des Oui, journalistes et même le il faut le revendiquent, en dire. fait. Ça par contre Parce que ceux qui ne sont pas des journalistes, mais qui essayent de faire comme s'ils l'étaient, c'est peut-être là où est le plus gros problème, en fait. absolument et une société sans journaliste, c'est une société qui est en danger. Bien sûr. Je dis pas qu'il faut qu'on en arrive là. Par contre, c'est bien d'avoir les 2 Ouais, et que chacun ait bien sa place et se respecte. tout à fait. Donc du coup, je m'appelle Julia Layani, j'ai 32 ans, je suis passionnée par le podcast depuis le Covid. Hem, il y a tout OK, un lien entre le Covid et le podcast OK. dans le monde entier en réalité, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui ont lancé leur podcast après le Covid, dont moi. Alors moi, je suis entrepreneuse dans les médias, depuis toujours. J'ai eu 2 ans de salariat, et ensuite, après mes études et ensuite j'ai toujours été indépendante, dans le domaine des médias, de la création de contenu, de la production, de ce que j'appelle, des médias indépendants. J'ai créé en 2017 au moment de MeToo quand j'avais 23 ans, un média féministe sur les réseaux sociaux, sur les modèles de Brut, Combiniste, un peu au même moment, que tous ces médias-là ont émergé, qui s'appelle Fresh, OK. que vous connaissez sans doute sur les réseaux sociaux. C'était un média du groupe Minute Buzz. Minute Buzz, c'était un network de plusieurs médias, qui a été racheté par TF1 et bref, on est arrivé à ce moment-là, pour créer Fresh, justement quand ça a été racheté par TF1. Donc j'ai eu une aventure qui a été croisée entre, effectivement TF1 et Minute Buzz, donc ça, c'était hyper intéressant. Mmh. C'est un média qui est monté à 2 millions d'abonnés, donc on était assez vus, ça a été assez viral. Il y a eu beaucoup, beaucoup de vidéos qui ont été très, très virales. Ouais, très cool. Hem, mais j'ai toujours eu une envie d'indépendance et d'entrepreneuriat, parce que j'adore, créer des choses, comprendre des choses, depuis la création depuis l'idée jusqu'à, la matérialisation de l'idée, jusqu'à, le publier sur les différentes plateformes, donc voilà. J'ai monté une agence de conseil pour les marques et les médias, qui a eu une aventure avec, beaucoup de clients, beaucoup de différentes missions, et que je continue toujours. Et évidemment, un studio de podcast, au moment du Covid, dans un premier temps avec Spotify, avec une marque forte qu'on a créée, avec Spotify qui s'appelle Coming Out et ensuite pas mal d'autres projets, il y a 1 an et demi, j'ai lancé mon podcast en solo, totalement indépendante d'une exclusivité avec une plateforme. C'est disponible sur toutes les plateformes et ça s'appelle Conversation avant la fin du monde. Quand tu dis un studio de podcast, ça veut dire que tu as lancé d'autres podcasts que le tien? Ouais, en Ah ouais? gros, on a lancé Coming Out avec, OK. Spotify. Ensuite, on a lancé Président.IL, présidentielle, pendant la présidentielle 2022. On a interviewé les candidats à la présidentielle, 2022 sur les sujets LGBT et Ah féministes. oui, mais c'est toujours vous? Ou c'était même pas vous qui incarniez, Si, si, on incarnait, si, ouais. carrément. Ouais, ouais, on interviewait, on incarnait et ensuite on a fait quelques épisodes d'un podcast qui s'appelait Élise et Julia et après, après voilà, on a même, créé des podcasts pour des marques, notamment Zalando et tout, donc en fait le podcast c'était, voilà, c'est ouais, Toute ta vie, quoi. Mmh. c'est toute ma vie bien sûr Ouais. Mais et alors, ouais. juste, moi, je voulais revenir sur un truc parce que avant, tu as dit que tu avais fait 2 ans de salariat avant de lancer ton premier projet en 2017. Donc déjà, le salariat, c'était en radio à ce Ouais. moment-là. Et du coup, moi, la première question que je voulais te poser, c'était, c'est quoi les différences fondamentales, en fait, entre travailler à la radio et travailler en podcast? Parce que pour la plupart des gens, le podcast et la radio, ça se ressemble quand même pas mal. C'est, voilà, des micros, un casque qu'on a sur les oreilles et on va parler, c'est souvent, en fait, de l'audio. Donc en fait, c'est quoi aujourd'hui les différences fondamentales? Et est-ce que tu peux nous raconter le changement, qu'il y a eu, voilà, entre ce passage de radio à un passage, podcast? Moi, en fait, pendant mes études, je participais à une émission radio sur la radio de la communauté juive, donc RCJ, qui est une radio FM, donc qui est diffusée sur les ondes que tu peux écouter dans ta voiture. On avait 1 heure d'émission par semaine et
j'avais adoré cet exercice-là qu'on faisait hyper bénévolement parce qu'on était jeunes et je kiffais trop la radio. Et en fait, après mes études, moi, j'ai fait, l'ESCP, et j'ai fini par un master en management des médias à l'ESCP et ce que je voulais faire, c'était de la radio et en fait, mes camarades de classe, Mais du ils comprenaient pas pourquoi je voulais faire de la radio. Eux, ils voulaient tous bosser en télé, en prod, tu vois? Genre dans des trucs, heu, beaucoup plus, on point, à cette période-là et moi, je voulais faire de la radio qui était le média le plus vieillissant OK. et personne ne comprenait pourquoi et OK Déjà à et l'époque, du coup? ouais, Sans bah, c'est vouloir ça, te vieillir, tout à fait. outre mesure. C'était en 2000, je sais pas, 14, tu vois? Un truc OK, comme ça, c'était genre. déjà la radio, c'était déjà, old school à l'époque, quoi. Ouais, c'était grave old school. Bah, franchement, vous avez quel âge, en fait? Alors, on a 20 et 21 ans. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément un Ouais. truc qu'on voulait mettre en avant Ouais. sur mais bon, maintenant Non, qu'on mais y est, bah, non, mais pourquoi? Bah, si, c'est bien le non, non, jeunisme c'est pas aussi. un problème. Non, mais je veux dire, vous avez jamais écouté Quoi? de radio de votre vie, vous? Vous savez pas ce que c'est, en fait? Non, ouais, que c'est les darons qui écoutaient la radio. Ouais, voilà, tu vois? Et ben, normal. Enfin, je veux dire, nous, on écoutait la radio quand on était jeunes, mais en Après, nous, à 2014. Sciences Po, c'est un peu différent. Parce qu'à Sciences Po, quand tu prépares Sciences Po, on te dit beaucoup, genre, écoute la matinale, écoute un peu les radios Ouais, et les ouais. journaux, tu vois. Ouais, non, mais voilà. Moi, j'entendais quand même un peu dans la voiture de mes parents, mais vraiment quand Oui, mais j'étais votre kiff petit et de que c'était de fort. consommation de contenu, c'est YouTube, Ouais, c'est Ah oui, voilà. grave. ah oui, 100%. Et ouais, exactement. Bah, c'était un peu le début de ça à l'époque et en fait, ma génération n'écoutait pas tellement la radio quand on avait, entre 20 et 25 ans. Bref OK. et donc mais moi, je voulais carrément faire ça et donc j'ai fait un stage, chez Koé à l'époque sur Énergie. Ça s'était trop bien passé et ensuite j'ai été embauchée par Guillaume Pley. Guillaume Pley qui est aujourd'hui devenu une star nationale du podcast. Et d'ailleurs, ce serait très intéressant de l'interviewer dans ce podcast pour lui poser la même question de, bah, les différences, les ressemblances entre la radio et le podcast. Parce que lui, il Ouais, il était a eu quand un même gros parcours en radio. animateur, principal d'une émission pendant des années sur Énergie, qui était une émission qui était très écoutée et là, aujourd'hui, il est encore plus écouté en podcast. La principale et donc j'ai été embauchée par, Guillaume Pley, pour devenir sa standardiste et donc j'ai fait 1 an d'antenne avec lui. Donc j'ai appris le métier de la radio avec lui. Et la principale différence entre le podcast et la radio, c'est et bien évidemment le direct et les conditions du direct. Là, on est, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec de la radio en réalité, Bien sûr, tout à fait. puisqu'on n'est pas en direct. Il y a un Personne montage, écoute actuellement. il y a un montage, si on dit des conneries, ça peut être coupé ou pas, Tout à fait. et c'est un moment beaucoup plus posé et en fait, le podcast aussi, crée un cadre beaucoup plus intime, où les gens vont être beaucoup plus enclins à se livrer. C'est très rare des moments de radio où il y a des moments d'intimité. C'est les intervieweurs qui arrivent à faire ça, ils sont très, très forts et le direct ne permet pas tellement, ce cadre-là, cette confiance-là, tout simplement parce que comme tu es en direct et que tu sais que tu as des gens qui t'écoutent en direct, tu vas aller à l'essentiel et en fait, les blancs, les moments plus de silence, de décalage et ben, n'existent pas en conditions du direct. C'est perçu comme gênant en fait à la radio. Ça dépend parce qu'il y a des tu vois, il y a Léa Salamé, elle a été vachement critiquée en disant ça alors que moi j'ai trouvé que c'était hyper, sincère et complètement vrai. Elle l'a dit: «Moi je cherche à créer des moments en Ouais, radio». Mais c'est vrai, les gens vont enfin, apprécier ça. bah, bien évidemment, parce qu'à un moment, il va être Mmh. repris, puis c'est ce qui va nécessiter, enfin, c'est ce qui va créer de l'émotion et ce que les gens, ils veulent, i ce que les gens cherchent en écoutant des contenus, c'est de l'émotion. Mais en fait, c'est tout le débat entre est-ce que tu veux que ton émission, elle soit juste, vraiment sur le fond, mais un peu lisse et juste que tu ailles dans le fond des sujets, mais que ça intéresse pas grand monde? Ou est-ce que en fait, tu veux avoir de l'audience? Et avoir de l'audience, c'est pas un gros mot. Enfin, peut-être que Ouais, pour ça, c'est un gros mot, mais en soi, avoir de l'audience, moi, ma philosophie depuis le début, c'est de se dire: «Mais en fait, avoir de l'audience, c'est avoir de l'impact, quoi». C'est que ce que bien tu sûr. produis, ça va toucher des gens et ça peut, derrière, avoir des conséquences dans la société qui vont dans le sens que toi, tu veux, donc qui sont Oui. positives pour toi. Si tu fais un truc qui te correspond, mais qui a aucune audience, en fait, bah, ça a aucun impact, quoi. Oui et je crois que quand tu lances un projet, tu as envie que ça fasse de l'audience. Les Ouais, gens qui disent, «Je m'en fous de l'audience», ouais. je crois pas qu'ils disent la vérité, enfin, c'est pas possible. Tu parles pas dans un micro pour que personne ne t'écoute. Mmh. C'est un geste, qui est, psychologiquement, névrotique en réalité de parler dans des micros. Enfin, tu Ouais, vois? C'est genre, c'est complètement égocentrique de bien sûr, vouloir être écouté par plus que 2 personnes qui sont en face de moi. bien sûr. C'est voilà. Mais justement, moi je veux juste revenir sur un truc hyper intéressant que tu as dit et qu'on en parlait un petit peu en off. Égocentrique, c'est première idée de nom pour le podcast. Égocentrique? Ouais. Ouais, pas mal. On retient, on retient. Ah ouais, pas mal. Non, mais du coup, pour revenir un peu sur ce que tu disais qu'il y avait la différence fondamentale, en gros, c'était qu'il y a pas vraiment de moment de vie, on va dire, en radio. C'est-à-dire qu'il y a pas de moment où quelqu'un va se livrer, des moments émotion, etc. Comme on a pu voir dans tes derniers podcasts avec Rachida Dati, Grégoire, etc. Moi, la question que je voulais te poser par rapport à ça, on en parlait justement un peu avant. Est-ce que
on n'est pas en train de revenir un petit peu à ça aussi dans le podcast? Est-ce qu'au final, la finalité, ce serait pas que les émissions de podcast, elles soient finalement préparées et faussement naturelles, comme on en parlait justement avant? Alors même que, le but du podcast initialement, c'est de se dire: «Bon, bah, on sort du cadre traditionnel et on fait des trucs qui sont plus naturels, plus, uniques et cetera». Je crois qu'il y a 2 générations de podcasteurs aujourd'hui qui s'entrechoquent. Tu as la première génération, celle alors je vais vous donner des noms, on va voir si vous les connaissez, mais celle des Lorraine Bastide, des Victoire Toyon. Est-ce que vous connaissez Waouh! les gens que je suis en train de citer? C'est Alors bien Victor Tuaillon, oui, mais Lorraine Bastide, non. Lorraine Bastide, qui est quand même, une des pionnières du podcast en France, qui a écrit un podcast qui s'appelle La Poudre, qui était un podcast féministe. Mais du podcast audio, du coup. Ouais, Mmh. C'est pour bien sûr, c'est ça. d'interviews, bah oui. Ah oui, d'accord, OK, Ouais, la donc vous les différence. connaissez pas Ouais. parce qu'il y a pas eu de vidéo. Ah ouais, Bah oui, d'accord, c'est Elle est là, la c'est différence. c'est clair, hein, c'est ouais, clair. OK. Nous, on est dans le podcast vidéo, tu vois? Du coup, Bah oui, en fait, l'ADN du podcast de base, c'est, un canal alternatif pour des discours un peu marginaux. mmh, C'est un peu, heu, des canaux, révolutionnaires ouais, quelque ouais. part, les canaux podcast. Parce que c'est pas, diffusé sur des canaux hertziens, que où tout le monde peut écouter dans sa Pas besoin radio d'agrément, en fait, c'est comme et YouTube, quoi. Tout le monde peut lancer exactement. un podcast, librement, quoi. Voilà et par exemple, le podcast, encore aujourd'hui, il n'est pas saisi par l'Arcom, par exemple, dans les Ouais. temps d'écoute des élections et cetera. C'est toujours un truc un peu sur le côté, même si je pense que pour 2027, ils vont quand même, à mon avis, comptabiliser les temps d'écoute, à mon avis, des candidats. On verra ça. Mais en tout cas, il y a 2 donc il y a 2 générations qui s'entrechoquent. Il y a la génération des pionniers, et finalement des pionnières parce que Mmh. ça a souvent été des femmes qui ont investi le milieu du podcast en premier. C'est un milieu où effectivement, tu avais besoin d'acheter, un H4 ou un H6, c'est des microphones, enfin des enregistreurs quoi, Ouais, 2 câbles, 2 micros et tu pouvais faire ton podcast. ouais, Monter un podcast, c'est une bande, ou 2 maximum audio. Bon, tu fais un petit ouais, montage, c'est et puis hyper ça. easy, tout le monde a GarageBand sur son Ouais, ordinateur, c'est hyper détente ouais. et donc ça a souvent été des femmes au début qui ont lancé leur podcast et ce qu'on a vu ensuite, c'est, bah, évidemment, hein, les leaders, médiatiques sont toujours américains. Aux États-Unis, on a vu émerger des immenses podcasteurs ensuite qui sont arrivés et je pense que, il y a eu en fait un espèce d'entremêlement entre YouTube et les podcasts quand, il y a Ouais, eu c'est ça. l'arrivée de la vidéo pour les podcasts et il y a des mecs comme Joe Rogan, comme, Ouais. Jay Shetty, comme, Call Her Daddy aux États-Unis qui est Alex Cooper qui est genre mon idole absolue, qui est incroyable. Bon, eux, ils ont vraiment professionnalisé le truc. Ils ont gagné énormément d'argent. Je rappelais que Alex Cooper, qui a le podcast Call Her Daddy, a vendu, à Spotify, je crois que c'était en 2016-2018, pour 5 ans de droits, 60 millions de dollars de droits de son podcast. C'est-à-dire qu'elle a vendu 5 ans à Spotify son podcast Mmh. et elle était payée 60 millions de dollars pour Ouais, ça. ouais. Ensuite, quand elle est arrivée au terme de son deal, elle a revendu 120 millions à un autre network. Donc en fait, c'est des gens qui ont bâti des empires financiers avec le podcast. Donc quand les gens ils me demandent: «Mais comment tu fais pour gagner de l'argent avec ton podcast?» Il y a beaucoup de business models Bien sûr. et il y a moyen de faire énormément, énormément d'argent. Bah, ça, on y reviendra de toute façon, hein, sur, comment est-ce que enfin, qu'est-ce que ça t'apporte? Donc, évidemment, ça t'apporte aussi plein de trucs que Mmh. de l'argent, mais, on viendra aussi un peu sur le côté financier. Mais pour, finir, pardon, sur les 2 générations qui s'entrechoquent, en fait, je crois que vraiment lorsque YouTube a rencontré le podcast, ça a créé des nouveaux créateurs et on peut en voir ici en France, par exemple, avec Legend qui, c'est pas qu'il est premier, c'est qu'il est genre premier, mais genre il a 10 longueurs d'avance sur le deuxième, Ouais, tu vois? C'est, qui est Conversation avec c'est fin du monde aussi. complètement colossal, les chiffres, et cetera. Mais tout ça peut s'expliquer aussi par des Mmh. méthodes, par, bah, des méthodes de Bien travail, sûr. qui Bah, font la que régularité, enfin, il y a plein d'éléments en vrai qui font que Legend est le premier. Mais un des gros éléments justement pour moi, c'est la vidéo. C'est que si Legend n'avait pas été vidéo, que ça avait été un podcast audio, pour moi, ils n'auraient pas du tout l'audience qu'ils ont actuellement parce que leur audience est aussi énormément amplifiée par les extraits des réseaux sociaux bien sûr. et en fait, OK. sans les réseaux sociaux, Legend, enfin, s'ils mettaient des extraits audio sur les réseaux sociaux, ils auraient aucune portée, Bien quoi. sûr, bien sûr. Mais de toute façon, je vois pas comment tu peux lancer un podcast aujourd'hui sans vidéo. Voilà. Mais tu as quand même des gens qui gardent ce truc-là d'ADN du podcast audio et qui aiment, Bah, la plupart des ce audio. agences ou des studios de podcast aujourd'hui, enfin, pas les studios de tournage de podcast, mais la plupart des agences de podcast aujourd'hui, elles font que de l'audio. Ouais. La grande majorité, parce que c'est des agences justement qui ont Mmh. vraiment été lancées plutôt dans la première vague dont tu parlais et qui sont pas trop encore adaptées au Oui, podcast mais vidéo. ça n'existe pas aux États-Unis, par exemple. Non? Aux États-Unis, ils ont compris qu'en fait, une régie YouTube ou une régie podcast, c'est la même chose. Ouais, exact. Là, aujourd'hui, tu as des régies podcast en France et des régies YouTube, Mmh, alors que c'est la même chose, ouais. littéralement le même métier, les mêmes annonceurs, les mêmes contenus. Enfin, ça n'a aucun sens de séparer les deux. Mmh. Et quand je parle aux régies podcast françaises et que je leur dis, les gars,
je fais beaucoup plus de vues sur Spotify parce que Spotify est aujourd'hui une plateforme vidéo pour les podcasts. Bien sûr. Il ne faut pas négliger ce point-là, c'est très important. Si vous avez un podcast vidéo, il faut absolument mettre vos vidéos sur Spotify parce que d'abord, ils poussent votre podcast et ils adorent les podcasts vidéo en ce moment. Ils veulent pousser à fond leur plateforme et en fait, ils veulent devenir une sorte de concurrent de YouTube sur la vidéo, mais que sur le podcast. Donc, c'est une plateforme super intéressante. Apple Podcast arrive bientôt en vidéo. C'est-à-dire En que juillet. exactement, il se lance en vidéo à fond. Pareil, il va falloir, beaucoup miser là-dessus. Et en fait, encore aujourd'hui, je parle à beaucoup de régies de podcasts qui me disent: «Non, mais on peut pas vendre ton podcast en vidéo, Faut ça le parce faire. que, on sait pas le faire, on ne vend que de l'audio». Bah non mec, Non. enfin, faut s'adapter en Bah, aux fait. États-Unis, podcast, ça veut dire podcast vidéo. Ah, pas vraiment. En fait, justement, il y a 2 termes. Il y a le terme podcast qui est censé historiquement, c'est un terme de format audio et après tu as le terme vodcast et le vodcast, ça existe aux États-Unis, hein. On a moi Ils utilisent ce terme tu vraiment? tapes vodcast agency, sur OK. Google, tu tombes sur plein Ouais. d'agences qui disent vodcast, vidéo, podcast, en gros. Et Oui, alors que De toute façon, il nous, y a en tout France, aux ça n'existe pas. États-Unis. Voilà, mais nous, ça n'existe pas. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, on parle encore majoritairement de podcast, même pour des formats vidéo, c'est évident. bah oui. Mais il y a quand même ce terme-là qui, n'est pas utilisé par beaucoup de gens, mais qui existe. Et moi, juste un truc sur lequel je voulais revenir quand même, parce que j'avoue que ça m'a intrigué. Quand on parlait des business models du podcast, en gros, globalement, comment on gagne de l'argent aujourd'hui avec un podcast? C'est quoi les différents business models? Est-ce que tu peux un peu plonger là-dessus? Toi, par exemple, quel est le business model que tu utilises? Est-ce que déjà ton podcast est rentable? Est-ce que tu dépenses plus en production que tu récoltes de l'argent? Comment ça se passe en fait? Alors déjà, je pense que le milieu du podcast et du modèle économique du podcast, c'est exactement comme, les Américains qui se ruaient vers l'Ouest pour aller, chercher de l'or, tu vois? C'est un marché qui est vierge. Ah, Il y a tout à inventer en termes de business sur ce marché. il y a un nom pour Heu, ça, ça s'appelle l'océan bleu. Un océan bleu, c'est un marché complètement vide en business voilà, où, en fait, tu as des pionniers qui arrivent et qui vont créer le fonctionnement de ce marché. Donc là, sur exactement. le podcast vidéo, en tout cas, actuellement, on en est là, quoi. Exactement. Donc là, moi, je pense qu'il y a tout à inventer. Guillaume Pley, il a inventé, le podcast, enfin, il a pas inventé, mais je veux dire, l un des points clés de son business model, c'est les podcasts payés. Mmh. Ça, c'est très, très smart d'avoir, réussi à débloquer, ce truc-là. Je crois pas qu'il y ait d'autres gens qui arrivent à faire ça dans le milieu du podcast. Les À une épisodes échelle beaucoup plus petite, quoi. ouais, enfin, l'épisode ouais, exactement. Les épisodes payés dans les podcasts, qui sont, je sais pas, dans les 50 premiers podcasts, je vois pas Le qui en fait, Crayon tu le vois? faisait, mais ils ont Ouais. arrêté. Ouais. Ouais, mais en fait, faut savoir bien le faire, faut savoir Mmh. bien mettre Il en y a des avant temps qui ont rien à voir, quoi. et en fait, faut créer le fait que ce soit genre un épisode qui soit super aussi intéressant que les autres, Mmh. dans ton Ça, feed de c'est podcast et Guillaume Play, il arrive vachement bien à le faire. c'est pour ça que le Crayon a arrêté, d'ailleurs, parce que les épisodes Ouais. n'avaient rien à voir avec Bah leurs autres épisodes. bah oui, parce que tu te mets dans une posture de cirer les pompes de la marque alors qu'en Client, fait, il faut aussi les challenger de la même manière qu'avec tes autres invités. Mais exactement. voilà, le modèle économique du podcast, il y en a plusieurs. Le 1er, je dirais, le plus accessible, on va parler d'accessibilité, voilà. Le plus accessible, c'est la rémunération des plateformes, Mmh. donc YouTube, Spotify, les plateformes de diffusion, que ce soit Acast ou Audiomins en France, rémunèrent, les podcasts à l'écoute. Plus tu fais d'écoute ou de vues, plus tu es rémunéré, OK. Ouais. Tu peux compléter si tu fais des extraits avec TikTok, TikTok qui est rémunérateur, aussi Facebook en réseaux sociaux qui rémunère les contenus. Instagram commence aussi, je crois, à rémunérer. Ah bon? J'avais entendu ça, mais je suis pas Ça l'intéresse j'ai pas direct. constaté Je non crois pas, plus. hein, sinon on m'aurait appelé. Heu, ouais, je perds très, très peu de temps quand il y a une nouvelle, possibilité de gagner de l'argent dans le podcast. C'est normal, il faut Ouais, oui. être très, vif et s'adapter. Donc Elle vient de tu se rappeler que c'était filmé, qu'elle pouvait pas avoir l'air, avare. bah, si, non, mais en fait, moi, je partage tout parce que c'est très important. Plus tu vas partager, plus les gens vont gagner de l'argent et plus le marché va grossir. Bien sûr. Garder des trucs pour soi, ça sert à rien et c'est le meilleur moyen d'être pauvre, en fait. Ouais. Hem Pauvre, c'est un mot qu'il faut pas trop utiliser non plus parce que c'est pas terrible. Mais bon, bref, on est là pour parler de business de Dans un toute façon. avantage, C'est un oui. c'est un cadre business. OK, S'entraider, quoi. ensuite, deuxième manière de gagner de l'argent avec le podcast, c'est le sponsoring. Le sponsoring, c'est une marque qui va sponsoriser ton podcast. C'est, Mmh. vos youtubeurs préférés qui parlent de leur marque, qui NordVPN. sponsorisent leur épisode, leur vidéo au début de la vidéo. C'est ça le sponsoring. C'est vraiment YouTube, c'est le format YouTube et ça, c'est un truc, qui s'adapte au podcast puisque c'est la même chose. C'est ce que Conto fait, hein, sur les podcasts, il sponsorise beaucoup de podcasts Conto, j'ai Ouais. vu. Bah, en Après il y a fait, d'autres marques, En fait, mais c'est la publicité, quoi. Enfin, c'est juste, ouais. c'est du n'importe placement quel média. média, que ce soit du podcast ou autre chose, un des modes de rémunération les plus classiques, c'est de parler de marques qui Tout vont à fait, payer pour, bénéficier de l'audience, quoi. absolument. Comment ça se passe concrètement? En fait, la marque, travaille avec une agence média
Ça s'appelle une agence média. C'est une agence spécialisée pour placer des espaces médias. C'est Havas en a une, Publicis en a une. Tous les plus grosses agences créatives ont des agences médias. Il y en a il y en a plein en fait en France. Et les agences médias vont, elles, travailler avec Mmh. des régies, donc YouTube, des régies de podcasts. Voilà. Et ensuite, les régies de podcasts vont aller voir des créateurs pour leur placer des pubs dans leur podcast, si vous voulez. Ouais. Donc en fait, il y a Carte il y a intermédiaire, ouais. 2 interlocuteurs entre la marque et le podcasteur, donc ça fait 4 interlocuteurs en tout. Donc les plus malins, les podcasteurs les plus malins, c'est les podcasteurs qui réussissent à monter leur propre régie, qui passent en direct avec des marques. Ça c'est le graal, parfait. C'est ton podcast, enfin ta boîte quoi, passe directement avec Conto, si on prend l'exemple de Conto. Mmh. Au lieu qu'il y ait l'agence média qui prend une com, la régie qui prend une com et ensuite on se reverse. Enfin, en fait, OK. voilà. C'est un peu comme dans la musique, en fait, les maisons de disques et les rappeurs qui ont créé leur propre maison de Ouais. disques, pour, La musique, c'est encore plus être compliqué. direct sur les L'édition, plateformes, le quoi. publishing, Mais oui, le oui. truc, c'est fou en fait. Ouais. Mmh. Voilà. Voilà. Donc tu disais, il y a le sponsoring. Alors avant ça, il y a la thune des La thune des plateformes. plateformes qui est générée par les ads. Donc, Ouais. c'est des ads qui sont générés automatiquement. Ça, c'est les plateformes qui gèrent leur propre régie, qui balancent des ads. Mais c'est le Ok. moins rémunérateur quand même. La thune des plateformes, c'est Je pense que c'est 10% du chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça, ouais. Le sponsoring, c'est une énorme partie. Parce que il y a beaucoup plus de montants puisque tu incarnes la marque, donc tu en parles, et puis tu en parles avec souvent des invités ou des choses comme ça, donc il y a une valeur ajoutée. Et après, tu as ce que je disais tout à l'heure, les épisodes Le payés, le le booking de prix podcast, ouais. de podcast, exactement. Ça, c'est le plus fort, à mon Ouais, avis, le plus générateur de chiffre d'affaires. ouais. Très gros potentiel, mais Voilà. avec des contreparties qu'on a évoquées. Après, tu as le modèle aussi de vente de tes droits. Ah oui. Dont je parlais tout à l'heure avec Alex Cooper, mais il y a plus que Alex Cooper. Il y a Joe Rogan. Joe Rogan, il a vendu 250 millions pour 50 droits à Spotify. Je crois que c'était en 2020 ou un truc Ah comme ça. ouais, OK. Ouais. Donc ça, ça n'existe pas en France. Pas encore. Sauf que nous, quand on a créé Coming Out, c'était en 2021. Quand on a créé Coming Out, en fait, on vendait directement un pricing fixe par épisode à Spotify. En fait, enfin, ils nous achetaient le podcast, si vous voulez. Pour avoir l'exclusivité de Pour avoir ça l'exclusivité, payait les que sur droits, tout. En fait, le coming out, ça leur appartient à eux. Mais nous, on leur a vendu une somme fixe donc c'est la même par logique, saison. c'est juste qu'au lieu d'avoir vendu 5 ans, vous avez vendu, un tel nombre d'épisodes. Ouais, enfin, C'était c'est pas combien la la même somme? logique parce que Alex Cooper ou Joe Rogan, au bout de 5 ans, ils récupèrent leur podcast. Et donc Ah après, oui, ils peuvent d'accord, OK. revendre les droits, Mmh. tu vois. Donc c'est pas tellement la même logique. D'accord, OK. C'était Mais combien la somme euh, pour une saison? une saison, on était à 8 000 € l'épisode. Et il y avait, Pour l'épisode? une vingtaine d'épisodes. OK. Ouais, c'est honnête, hein. Par rapport Ouais. peut-être qu'il y avait de l'audience et tout, c'est pas En fait, on a Ouais. fait 55 épisodes en tout. D'accord. Voilà. On reste sur des montants différents, des montants américains. Après, c'est normal. C'est un marché qui est beaucoup Oui, plus et après, embryonnaire. ça s'est arrêté. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ils étaient en mode, non mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. C'est normal. Bah ouais. Donc, normal. Après, ils ont ouvert leur régie Spotify et donc, eh bien, ils mettaient des ads sur les podcasts. Ouais, voilà. Donc la différence concrètement entre le sponsoring et le booking de podcast, c'est que le sponsoring, c'est juste en gros une marque te paye pour parler de la marque. Donc bonjour, utilisez NordVPN, blablabla. Ouais. Et le booking, c'est vraiment le modèle Guillaume Play, c'est-à-dire que tu as un invité d'une marque qui vient chez toi. Et donc en gros, moi ce que je trouve hyper fort avec ce modèle, c'est que déjà, bon, pour le podcasteur, c'est hyper rémunérateur, donc c'est l'un des meilleurs moyens de gagner de l'argent en tant que podcasteur. Mais en plus de ça, pour la marque, c'est aussi l'un des meilleurs moyens de faire sa promotion. Ah ouais. Parce que déjà, il y a il y a l'aspect du personal branding, le fait d'avoir un fondateur, généralement, c'est quand même assez parlant. Et en plus de ça, ce qui est super puissant, c'est que en sélectionnant bien le podcast, tu parles vraiment à l'audience parfaite. Tu vas chercher vraiment l'audience qui ressemble le plus à ta cible pour une entreprise. Et puis derrière, tu peux lui parler en direct dans Bien un sûr. podcast. Ouais. Et entre guillemets, voilà, gratter l'amitié entre guillemets de cette audience-là pour derrière qu'ils achètent Mmh. tes produits. Donc ça, c'est hyper fort. Et ça, c'est un truc qui n'existe pas actuellement en France. Hein. Très peu en fait. Bah ouais. et en plus, Sauf si avec le Guillaume Play. si le podcasteur est connu ou a une audience qui apprécie beaucoup le podcasteur, par exemple, Guillaume Play, il est connu, il y a plein de gens qui l'apprécient. Toi aussi, d'ailleurs, tu es connu, tu as plein de gens qui t'apprécient. En fait, la marque, elle va associer aussi son image à la personne qui va l'interviewer. Et donc, elle va aussi Bien bénéficier sûr. d'un biais d'association C'est un peu avec. comme les sportifs en fait. Voilà. C'est comme les sportifs de haut niveau en vérité. Alors, je sais pas si Génération Do It Yourself, ils font ça. Je crois pas. Je crois Je qu'ils crois font pas. pas ça. Et je crois que justement, c'est un peu une anomalie, mais une belle anomalie, parce qu'en Mmh. réalité, eux, ils sont. Enfin,
Guillaume Play, il est super sincère, mais je veux dire, eux, ils sont hyper sincères dans leur truc, en mode, on parle de business avec des businessmen, mais Ouais. en fait, ils pourraient pas, à mon avis, je sais pas, mais je crois qu'ils pourraient pas sponsoriser un épisode et pas un autre, alors que c'est toujours des interviews d'entrepreneurs, en fait. Mais eux, mais donc, c'est pour ça qu'il y a. Attends, pardon, excuse-moi, on va tout refaire là par rapport à ça. En fait, ça, le booking, ça existe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise deviennent des personnalités publiques, Mmh. ce qui n'était pas tellement le cas avant. Et aujourd'hui, ils adorent en fait, participer à des podcasts, Bien sûr. parler d'eux-mêmes, parce qu'on parle beaucoup des parcours des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise dans les podcasts Booking, en fait. Mmh mh. Donc ça, c'est une chose et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont, thématisés de manière très niche. Il y a beaucoup de podcasts sur l'immobilier, par exemple, où tu as Ouais, beaucoup de bookings de podcasts, Oui, c'est de ça. gens qui sont spécialisés dans l'immobilier. Ça fait moins d'audience, mais l'audience est très qualifiée parce que quand tu Très écoutes un important. podcast d'immobilier, c'est que tu es passionné d'immobilier et que tu as envie de voilà. parce qu'il y a plein de marques, je pense, qui se disent, qu'elles veulent, elles doivent absolument passer chez Legend ou, chez, Brut ou autre pour avoir un impact, en fait, avec leur placement média. Mais en fait, si tu es placé dans un podcast qui a pas une audience aussi grosse que Legend, mais par contre qui est spécialisé dans la niche, les gens que tu veux cibler, bah, en fait, ça va avoir un revenu sur investissement Bien sûr. beaucoup plus gros pour toi que, si tu vas, tu forcément d'aller dans les plus gros médias existants, quoi. Mmh. Ça, c'est hyper important. Exactement et moi je suis très heureuse que le business model du booking ait été, débloqué un peu par, Legend parce que en fait ça ouvre un marché, incroyable sur le marché du podcast. Mmh. En fait, les Léna Situation, les Guillaume Play, ils font tellement d'audience qui en fait, qu'ils explosent le marché Mmh. et que nous, plus petits créateurs, et bien on va pouvoir bénéficier aussi, de gens qui ont moins d'argent à mettre, donc qui vont pas aller chez eux, mais qui vont venir chez nous. Ouais, Donc ça c'est cool, tu tout à vois? fait. Mmh. Et Hem, d'ailleurs, juste pour rebondir, un dernier sujet là-dessus, c'est que il y a aussi, en plus du fait que les chefs d'entreprise aiment bien devenir des personnalités publiques, je pense qu'il y a aussi un avantage pour les grandes entreprises, parce que ça leur permet aussi de faire du «lobbying» entre guillemets. En gros, je m'explique, c'est que par exemple, récemment, il y a le fils Arnaud qui est allé chez Legend et tout ça, ça permet aussi d'avoir une influence dans le débat public et aujourd'hui, quand on voit Bernard Arnault qui s'exprime, et qui critique les politiques fiscales de la France et cetera, lui, il a envie de s'engager aussi et d'avoir un impact dans le débat public et le fait qu'aujourd'hui, il y ait ce truc-là de tu plus besoin d'être invité en télé, tu peux, voilà, avoir ta propre voix et cetera sur les réseaux sociaux, ça c'est aussi très puissant et moi je prends aussi le pari que dans le futur, on va avoir de plus en plus de chefs d'entreprise qui vont vouloir vraiment prendre la parole Mmh. pour essayer, ben, d'influencer le débat vers des Ouais. situations qui leur sont Tout préférables. à fait. mmh, En fait, des personnalités publiques, quoi, qu'elles soient chefs d'entreprise, enfin, puissance économique ou politique. Mmh. On a beaucoup été critiqués récemment, les podcasteurs qui ont interviewé les candidats aux municipales, par exemple, où Guillaume Play a beaucoup été critiqué sur, le fait qu'il ait reçu Sarkozy, par exemple. ouais. Ou Zemmour, même pendant les présidentielles, il Oui. avait reçu Zemmour et pas Macron, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais sauf que en fait, moi, j'étais en contact avec Guillaume à ce moment-là et juste, c'était trop dur d'avoir tous les candidats. Enfin, c'était Ouais, super dur en fait, c'est pas genre, parfois, ils viennent pas alors que ouais. tu les as bookés et en fait, ils te mettent un lapin, les candidats, Mais ils ont pas encore conscience politiques. aussi de la puissance du podcast, je pense. Pas encore Mmh. tout à fait. Oui, à ce moment-là, c'était en 2022 Ouais, donc pourtant, nous, on a réussi à en avoir 10 sur 12 8 sur 10 quand même, c'était ouais. pas mal. Mélenchon, Zemmour, enfin, il y avait Pécresse et tout, enfin, c'était hilarant et effectivement, donc on a beaucoup été critiqués, de recevoir des politiques et les médias, souvent à gauche, hein, nous critiquaient en disant que, eh bien, ça créait un espace de connivence avec des politiques, qu'il y avait pas de contradictoire, qu'on n'allait pas les confronter sur des choses, et cetera. Et moi, ce que je répondais, notamment à une journaliste du Nouvel Observateur, c'est que en fait, c'est pas le rôle du podcast, que de faire le métier d'un journaliste et de faire le métier d'un média traditionnel, en fait. C'est Mmh. pas la même chose. On est là pour, créer un cadre plus intime, et c'est vraiment le l'essence même du podcast. Ouais. Alors justement, toi Julia, bon, je suppose que tu as des idées politiques comme tout le monde, mais du coup, il y a des gens que tu vas recevoir sur ton podcast avec lesquels tu pas d'accord. Là, tu as reçu 8 candidats sur 10, je suppose que sur les 8 sur 10, il y en avait peut-être au moins 4 avec lesquels tu Bah, absolument pas grave, d'accord. bien sûr, Éric Zemmour, Bah, voilà. c'était ouais. Mais comment tu fais du coup dans ces conditions-là pour, parce que ça, c'est les questions qu'on pose souvent. Nous aussi, on a eu un média auparavant et on m'a demandé plusieurs fois: «Comment tu fais pour parler à quelqu'un avec qui tu pas d'accord? Comment tu fais pour être neutre? Comment tu fais pour pas être plus agressif avec quelqu'un que tu invites par rapport à quelqu'un avec qui tu es d'accord? Comment tu fais pour, voilà, pour que ce soit équitable pour tout le monde?» Et du coup, bah, je te pose la question, toi, comment tu fais pour que dans ton podcast, bah, tu sois équitable avec tout le monde? Est-ce que tu cherches aussi à être équitable? Parce qu'il y en a qui assumeront leur position en disant: «Moi, j'ai mes convictions, Mmh. je les défends et si je dois être plus rude, face à quelqu'un avec lequel je suis pas d'accord, je le serai». Donc toi, c'est quoi ta position vis-à-vis de Bah, ça? je crois que en fait, un podcasteur, c'est un créateur de contenu, d'accord? C'est pas un journaliste qui a une éthique, OK? Tu as une éthique si tu décides d'avoir une éthique.
Vu que en fait, tu es maître de ton contenu, tu le produis toi-même. Si tu as envie de le publier à telle heure, tu fais ce que tu veux. Tu es entrepreneur, en fait. Donc, heu, en fait, les ton éthique, elle dépend de qui tu es. Tu as des créateurs qui ont zéro éthique, qui sont des gros connards et qui enfin, tu vois un Joe Rogan aux États-Unis, c'est un mec qui est très conservateur, qui a fait, une interview de Donald Trump, pendant les élections, les dernières élections présidentielles américaines en 2022. Il a fait 24. 70 millions de vues, d'accord? Il y a aucun moment dans l'interview où il est dans la contradiction de Donald Trump. Il est pro-Trump le mec, donc il invite un mec qui voilà, tu vois? Il a pas Heu, reçu Kamala Harris non il a plus. pas reçu Kamala Harris, tu vois? Ouais. Et Alex Cooper, à contrario, il a reçu Kamala Harris. Et Il se pas trouve que Trump. et pas Trump, exactement. Il se Mmh. trouve que Kamala Harris, ça fait moins d'audience que Trump parce que Ouais, Trump, c'est un objet de pop culture, bien c'est un sûr. mème, c'est un mec qui, quoi qu'il Un dise, personnage. il fait des vues et c'est une dinguerie. Et en plus, il a compris quelque chose, c'est qu'il a investi tous les médias alternatifs, les Twitch, les streamers, les podcasts, etc. Bien Et je sûr. crois qu'au cumulé, il avait fait 300 millions de vues sur les Exactement. plateformes. La Euh, population américaine, en fait, au final. Exactement, exactement. Ouais. 300 millions de vues en podcast, donc en format long. C'est même pas, Ouais. 300 millions de vues sur des shorts, parce que Ah, 300 millions de vues sur des shorts, tout le monde peut le faire. Mais lui, c'était vraiment sur du format long, sur des formats YouTube ou podcast où en fait les gens l'écoutent pendant, 15-20 minutes, en moyenne, quoi. Donc exactement. c'est exceptionnel. Et Kamala Harris a pas fait ce move et n'a pas investi tellement de trucs et je Mmh. crois qu'au cumulé, elle avait fait genre 10 millions de vues. Ouais. Alors je dis pas qu'il y a une corrélation, exacte, entre le nombre de vues que tu vas faire, le nombre d'abonnés que tu as sur les réseaux et le fait que tu sois élu à une élection, parce que là, on l'a vu au municipal, C'est pas que ça, ouais. 2026, là, heu, Rachida Dati a perdu face à Emmanuel Grégoire à Paris. Rachida Dati, un monstre de Population. popularité. Ouais. Elle est extrêmement populaire en té tout le monde la connaît Rachida Dati en France. C'est parce qu'elle a 20 ans de carrière, elle a fait, 201 de magazines, Elle est iconique un peu, en fait. elle est très iconique exactement au sens littéral du terme. Mmh. Emmanuel Grégoire, c'est un mec qui, travaillait à la mairie de Paris, qui était, un des premiers adjoints de Anne Hidalgo, mais qui n'était pas connu. Enfin et pourtant il a quand même gagné, l'élection avec une large avance. Mmh. Donc faut quand même faire attention Ça aux fait pas de choses, faux. donc on en revient à l'éthique. Mmh. Peut-être que effectivement l'éthique ça paye. Moi personnellement, j'ai reçu les 2 candidats, j'ai reçu Rachida Dati et Emmanuel Grégoire. Ce qu'on peut critiquer, sur mes 2 podcasts, c'est, et bien, le fait que effectivement, je ne leur pose pas de questions problématiques qui va les mettre mal à l'aise. Mais moi, mon pari, c'est de créer des nouveaux moments qui ne sont pas possibles dans les médias. Et à 2 reprises, une reprise bref, dans chaque épisode, il y a eu des moments d'émotion qui ne sont jamais arrivés dans les autres médias. Ouais. Et moi, je crois que je vais chercher ça. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait en 2027? Et je Mmh. vous le pose à vous parce que comme on coproduit le podcast ensemble, Conversation à la fin du monde, qu'est-ce qu'on fait en 2027? Est-ce que on se fait le top 5 des candidats? Parce qu'on peut y arriver, on peut les avoir en réalité. Évidemment. Est-ce qu'on se fait le top 5 de, Marine Le Pen à Jordan Bardella ou Jordan Bardella jusqu'à Mélenchon? Ouais. Est-ce qu'on interviewe ces Bah, gens-là, alors, en fait? attends, avant de parler de ça, juste, je voulais rebondir sur un truc que tu viens de dire qui est très intéressant. C'est que en podcast, on va pas forcément, même avec des invités politiques, mais toutes sortes d'invités, en fait, faire les interviews de la même manière qu'à la télé ou à la radio. Bah, ouais, C'est-à-dire qu'une interview podcast, c'est vraiment beaucoup plus posé et beaucoup plus laisser parler l'invité plutôt que de le contredire, de l'interrompre intempestivement, comme ça peut être le cas en ouais, télé. Parce qu'en fait, en télé aussi, les timings sont très minutés. C'est-à-dire que tu commences ton interview à 12h20, il faut que tu l'aies fini à 12h40 parce que sinon, il y a la pub qui se lance. Donc, tu n'as pas le temps de laisser parler l'invité pendant des heures. Et puis aussi, tu vois l'audience en direct, donc tu vois immédiatement si là, ça devient trop long, l'audience, elle baisse. Bon, bah, faut ouais, que ça devienne plus dynamique, bien quoi. sûr. Au podcast, c'est pas du tout le même fonctionnement. Au podcast, le but, c'est que l'invité, il a tout le temps qu'il veut pour développer ses idées. Après, peut-être qu'il y a certains podcasteurs qui vont aller un peu plus dans la contradiction que d'autres. Par exemple, Thinkerview, c'est un podcast où il a souvent des fiches très, très longues avec plein de données et quand quelqu'un dit, une bêtise, il va souvent être là, challenger, Mmh. contredire et pas laisser passer des bêtises. Mais voilà, il y a aussi et tu as plein de gens qui critiquent ça, qui disent, «Bah non, c'est pas du journalisme, en fait. Normalement, la personne qui interviewe, si, l'interviewé dit quelque chose qui est faux ou qui est partiellement vrai, elle doit être là, c'est son boulot normalement de contredire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais bien sûr, je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est pas du journalisme. Ce n'est pas du journalisme. Mmh. Ce n'est pas du C'est pas le journalisme. but. Les podcasteurs ne sont pas des journalistes, à moins que tu sois Hugo Décrypte et que tu sois vraiment journaliste et que tu crées un podcast.
je veux bien. Sauf que Hugo Décrypte, il a pas un podcast. Hugo Décrypte, il a un média qui Ouais. s'appelle Hugo Décrypte et dans lequel il fait des formats longs d'interviews. Mais on peut pas dire que c'est un podcasteur. Guillaume Pley, c'est pas un journaliste. Je ne suis pas journaliste, en fait. Enfin, et c'est trop bien de pas être journaliste aussi. Moi, j'adore les journalistes, c'est ce que je dis à chaque fois, j'adore les journalistes. Je suis complètement accro à l'info. Je regarde Quotidien et j'écoute la matinale de France Inter tous les jours et d'autres médias aussi avec Bien sûr. lesquels je suis pas, forcément d'accord, que j'ai en veille, tu vois, sur mes réseaux sociaux et cetera. Mais j'adore les journalistes, il y a des journalistes qui sont exceptionnels. Sauf que moi, je c'est pas mon métier, en fait, Tu te je fais définis un pas comme autre métier. journaliste? Non, moi, je suis entrepreneuse dans les médias. J'ai aussi, il faut l'assumer comme tel, j'ai un souci économique, c'est-à-dire que je dois gagner de l'argent. Je dois, à la fois séduire, des invités potentiels et à la fois séduire des annonceurs potentiels. Donc en fait, on se situe entre les 2. Mmh. Ça veut pas dire qu'il faut pas nous écouter parce que c'est honteux et que c'est pas éthique. Non, puisqu'en fait, les audiences podcast prennent 200 tous les ans en France. Donc en fait, c'est que les gens, ils trouvent aussi leur compte et sont divertis par nos contenus. Et en fait, se sentent plus, je pense, à l'aise d'écouter des échanges, en fait, où il y a pas de tension. Parce que les gens, en fait, sont en tension permanente Ouais, ouais, aujourd'hui. ouais. Ils ont une galère économiquement. Ils arrivent pas à boucler leur fin de mois. Dès qu'ils vont sur les réseaux sociaux, c'est genre des joutes verbales, de la violence. Le monde est en guerre, à tous les endroits du globe. Il y a le réchauffement climatique, c'est la rasera dans le monde. C'est la fin du monde. Exactement, c'est la fin du monde. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des conversations posées, détentes, où les gens, ils sont en voiture, ils sont en train de faire leur ménage, ils sont en train de prendre leur douche ou je sais pas quoi, ils font leurs courses et tout et ils écoutent un truc qui les font kiffer. Mmh. C'est ça mon objectif. Voilà et pour l'instant, on me le rend bien. Ouais, tout à fait. Alors, moi, je voudrais qu'on parle plus précisément de ton podcast Conversation avant la fin du monde. Et peut-être que du coup, à la fin de cette partie-là, on aura l'occasion de voir ce qu'on fait en 2026-2027. Euh, donc, on a parlé voilà, des présidentielles 2022, que tu avais reçu les candidats sur ton podcast de l'époque. Et donc, en 2023, ensuite, tu as créé Conversation avant la fin du monde, en octobre 2023, du coup, si c'est exact, ou Non, peut-être c'est un non, peu non, non, après. mai 2023, ouais. Mai Ouais, 2023. mai-juin 2023, Ok, tu un avais peu déjà après. commencé en mai-juin 2023. Ok. Je crée le podcast Conversation à la fin du monde, en mai-juin 2023, donc un peu avant l'été, parce que, j'ai, un besoin de m'exprimer sur, la société, sur, les enjeux politiques, sur, les points de vue des différents acteurs de la société. Ok. Parce que, j'ai vécu, un traumatisme, mais ça, c'est le mien, mais il y a d'autres gens qui ont vécu d'autres traumatismes, hein. Je suis pas en train de dire que mon traumatisme, c'est le plus gros traumatisme, genre, en fait, je me suis dit un truc, en fait, il s'est passé le 7 octobre 2023. Hmm. Moi, j'ai été super impactée par ce moment et après il y a eu toute cette guerre affreuse, qui s'est passée et cetera et qui même ça continue là encore, c'est horrible et donc Au c'est Moyen-Orient. tout à fait au Moyen-Orient. C'était un moment de bascule, psychologique, assez traumatique et je me suis dit: «OK, en fait, est-ce que tu as envie de refaire un format podcast?» parce que je voulais faire du podcast à fond, hein. «Est-ce que tu as envie de faire un format podcast sur un thème précis, un peu comme coming out?» Tu vois, j'avais, l'idée j'avais plein d'idées de thèmes, tu vois? Où c'était un peu tous les épisodes, tout le temps le même thème. Hmm. Et en fait, je me suis dit: «Attends, il y a le modèle légende qui est en train de prendre, une ampleur qui est pas possible» et en Un peu fait, oui, généraliste. exactement, Call Her Daddy aux États-Unis, Joe Rogan, plein d'autres, tu vois? Pareil, je parlais de Jay Shetty, tu as aussi Mel Robbins, tu as plein, en fait, des Ouais. créateurs aujourd'hui qui sont iconiques. Tu as aussi, heu, bref, tu en as plein et je me suis dit: «En fait, ce que tu vas faire, c'est une émission hebdomadaire où tu vas inviter des gens différents toutes les semaines. Ouais. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu vas, discuter de la société avec des gens, différents et tu vas réussir peut-être à te soulager de cette manière-là et en fait, c'était, la bonne chose à faire, je pense, parce qu'aujourd'hui, les gens ont envie d'écouter un créateur, toujours le même, donc le podcasteur, qui a son propre style et qui a toujours le même style avec des gens qu'ils aiment, qui sont en face et qui sont invités, voilà, qui sont interviewés en face. Hem Ouais, la force de ton podcast, c'est toi et c'est pas le thème ou Ouais, une thématique, je quoi. crois, enfin, c'est toi, on parle d'un truc général, hein. Ouais, ouais, ouais. Dans le podcast en général, la force, c'est le podcasteur. Ouais. C'est le style, c'est, ses mimiques, c'est, on le voit très bien, je parle que de légende parce qu'il est leader sur le truc, Bien sûr. donc il On a le il droit de met cite beaucoup d'exemples. Mais tu vois, légende, il y a un mec qui l'imite, Oui, les gens. il y a un mec qui imite Guillaume Pley, qui a parodié le truc en Légend et en fait, le mec, tu te rends compte qu'il parodie les mimiques, le rire, les cheveux, la les tenues, la manière dont les mains, et cetera.
Et en fait, tu te rends compte que ce qui marche, c'est Guillaume. Ouais. C'est pas forcément les invités qu'il a. Alors certes, quand il reçoit Nicolas Sarkozy, il y a un emballement quand même, au niveau de l'audience qui est énorme parce que c'est une interview qui est très exclusive et puis, en fait, tu vas la voir aussi parce que tu vas être intéressé par le point de vue. Je dis pas que OK. les gens, regardaient l'interview parce qu'ils aimaient Nicolas Sarkozy ou qu'ils aimaient la manière dont Guillaume posait ses questions à Nicolas Sarkozy, mais par contre, les gens ont quand même tous été regardés, tu vois? Il y a ça fait une audience absolument massive parce que on a voulu par curiosité, même si tu es pas d'accord, aller voir comment ça se passe en fait un mec qui est d'accord avec Nicolas Sarkozy, Mmh. tu vois? C'est aussi intéressant en fait. Oui, c'est la combinaison des 2 en fait qui a fait la force de l'interview. Parce que s'il avait été Exactement. interviewé par France Info, ça aurait pas du tout fait la même audience que là, le fait Mais qu'il soit interviewé par complètement. Guillaume Non mais Pley. moi, j'écoute des trucs, alors cette interview-là, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec, les idées de Sarkozy et cetera. Ça veut simplement dire que bon, j'ai trouvé que c'était une interview de qualité. J'écoute des trucs mec, de ouf, où je suis vraiment pas d'accord, où je hais les gens qui parlent, Ça, c'est fort tu ça. vois? Il y a plein de gens Mais qui sont pas j'écoute capables d'écouter des trucs, avec lesquels ils sont pas d'accord. non mais là, j'écoute un truc, je sais Ah même moi pas si je c'est peux le dire, j'aime mais bien c'est faire ça moi, hein. Toi, tu bien faire ça? Moi j'aime bien écouter des trucs avec lesquels je suis absolument pas d'accord, mais bien ça me sûr, parce que ça procure des émotions. Bon, c'est des émotions négatives, mais évidemment, moi ça me fait vriller des fois mais moi et j'écoute moi je suis le premier à i les gens que je déteste le plus, je suis limite leur, «plus grand fan», tu vois? Entre guillemets. Je suis celui qui les regarde le plus, tu vois? bah ouais, Parce que c'est Après ça, c'est plus ouais, c'est la enfin, on le constate aussi dans la logique des réseaux sociaux. ouais. C'est-à-dire que souvent, par exemple, quand tu vas sortir un extrait politique et ben tous les gens qui vont visionner en fait, l'extrait peut faire plein de vues, mais par contre, les plein de vues, en fait, l'algorithme va automatiquement le recommander plutôt aux gens qui sont pas d'accord, plutôt qu'aux gens qui sont d'accord. Ça Donc, procure tu vas des sortir un émotions. extrait hyper clivant et tu vas te rendre compte ouais, dans les commentaires, en fait, personne n'est d'accord dans les commentaires parce que l'algorithme a repéré que ça générait oui, plus bien sûr, d'émotions, envers les gens qui sont pas d'accord qu'envers les gens qui sont d'accord et du Mmh, coup, l'a poussé à fond auprès des gens qui sont pas d'accord. mmh. Parce que, ça génère des Bah, émotions, donc ils restent plus longtemps sur la vidéo, mmh, ils commentent et du coup, bah, l'algorithme en déduit que c'est la ouais, population auquel bah ils oui. sont montrés, quoi. typiquement récemment, on a fait un tournage, qui était, c'était une espèce d'extrait de podcast, en format podcast avec, Sciences Po Lille et on a interviewé un ambassadeur, d'un Vas-y, des continue, continue. on a interviewé un des ambassadeurs, d'un des masters et ce gars-là, on va dire qu'il avait des particularités physiques, il avait en gros, il avait je sais plus, je crois qu'il avait des piercings, il avait des vêtements assez particuliers et cetera et tout et du coup, les gens, dans les commentaires, genre l'ont insulté, sont foutus de sa gueule et tout et en fait, quand tu regardes, la vidéo avait fait genre, je sais pas 200 000 vues et il y avait un truc comme 25 000 partages Mmh. et 1000 likes, Ouais, bah tu oui, vois? Donc en fait, Instagram, le bien truc, sûr. c'est qu'ils ont repéré que ça suscitait des émotions, de l'énervement, de la moquerie de la part d'une certaine, partie des utilisateurs et ils ont poussé la vidéo à fond, à Bien fond, sûr. à fond sur eux, tu vois? Ah bah complètement. Et pourquoi? Moi, j'en ai des vidéos qui sont, très, très, où il y a beaucoup de hate, beaucoup, beaucoup de hate, genre, et où ça fait des 4 000 000, des 5 000 000 sur les réseaux, mais il y a que des commentaires négatifs. Mmh. Ouais. Mais c'est pour une raison hyper simple, c'est qu'en gros, les algorithmes des réseaux sociaux, ça marche comme ça. Ils vont regarder quel contenu font rester le plus longtemps les gens sur la plateforme et ils vont les recommander. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, tu vas faire beaucoup de vues sur des extraits qui procurent des émotions parce que généralement, tu vois, quand quelqu'un regarde une vidéo qu'il est énervé, il va regarder la vidéo et après il va commencer à mettre un commentaire et cetera. Il va passer du temps sur la plateforme et du coup, plus il passe de temps sur la plateforme, plus il peut être, confronté à des pubs et donc derrière, plus il rapporte des revenus aux gens qui utilisent Meta Ads et donc à Meta en définitive. Donc en fait, c'est juste ça la logique. Donc en fait, c'est juste normal qu'on recommande seulement, Bien des sûr. contenus enfin pas uniquement parce que c'est vrai que il y a des fois on te recommande aussi à des contenus que tu apprécies et pour lesquels tu vas mettre un commentaire positif, pour lesquels tu vas liker, pour lesquels tu vas être content d'être sur la plateforme. Mais il y a un peu ce petit jeu d'équilibre entre les 2, on va dire. Ce qui explique ce truc-là. Alors que, avant ça, j'ai l'impression quand même que à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, tu avais les gens qui allaient acheter leur journal, tu vois? Ils allaient jamais ach s'ils étaient de droite, ils allaient pas acheter Libération. Et à l'inverse, s'ils étaient de gauche, ils allaient pas acheter Le Figaro, ils allaient acheter que leur journal avec lequel ils étaient d'accord et dire ça, ils allaient jamais se confronter à Mmh. l'idée en face. Alors Bien qu'aujourd'hui, c'est sûr. un peu plus le cas quand même. Ouais, mais il y a une vidéo qui est remontée et qui a été très virale là récemment. C'est un moment de publicité entre un débat d'entre 2 tours entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, donc 2 adversaires, vraiment, opposés, Ouais, j'ai vu ça. droite-gauche et tu sens que pendant la pub, bah, en fait, ils se parlent tout à fait cordialement et cetera. C'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui. Donc on est dans une société très violente Ouais, Mmh. tout à fait. et ouais. Et du coup, donc là, tu as créé les transitions sont terribles. Ouais, Faudra qu'on voit cette transition la prochaine ouais. fois. Et du coup, tu as créé le podcast, donc tu t'es dit que tu allais faire un truc généraliste toutes les semaines où en fait, tu allais plutôt incarner le podcast et que tu t'es dit que la force, ça allait être la manière dont toi tu fais les interviews plus qu'un thème ou voilà quelque chose qui serait externe en fait, au podcast. Vraiment, ta force, c'est toi et je pense que d'ailleurs la plupart des gens et on le voit aussi dans les commentaires que tu reçois sur tes podcasts, souvent, tu as beaucoup de fidèles de ton Mmh. podcast qui l'écoutent en fait dès qu'il sort. D'ailleurs, on remarque que C'est dès ouf. qu'il sort, à chaque fois, il y a Ouais. plein de gens qui le Non, mais regardent dès le début. maintenant
Ouais, grave. Maintenant, et tu as qui les hôtes. commentent, qui disent: «Bravo Julia, j'ai adoré cette interview comme d'habitude», Ouais. donc ça fait Ça, c'est énormément. d'ailleurs, merci 1000 fois pour ça. Et je me rends compte aussi que tu as les viewers du dimanche soir. Ouais, Parce que je sors mes épisodes tous les dimanches très important ça. et genre les viewers du dimanche soir, ils sont en mode, ils sont là, genre, ils sont Ouais. chauds. C'est vrai, je commence pas à manger tant qu'il y a pas le podcast de Julien, en fait, Ouais, ouais, alors, c'est énorme. dépêche-toi, j'ai fait à bouffer, mais du coup, quand on sort le lundi, c'est C'est pour relou. ça que je te mets la pression, Louis. Ouais. Je suis en mode: «Il est où l'épisode, Ah, putain?» Souline! Je vais le publier ce putain d'épisode. Bon, en fait, on peut le dire parce que dans tous les cas, il sera Non publié. mais viens, on fait juste je vous fais écouter la note vocale que j'ai envoyée à Louis il y a 2 heures. C'est ça que tu voulais c'est ça que tu voulais nous montrer dans le truc? Non? Illustre, attends, on va la mettre parce que Ouais, j'ai adoré. Il est où le putain de lien? je suis en mode Je peux avoir ce putain de lien de Anna Assouline pour juste le poster, ce fucking épisode. voilà, ça c'est Voilà. comme ça que je parle à Louis. Ouais, C'est un message sympa ça. Mais en fait, Ça, c'est un message sympa. c'est les viewers du dimanche soir qui l'harcèlent en fait. Bah oui, moi Ah, des Ah messages, oui. Julia, il est où le podcast, bordel? tu vois? C'est vrai que là, on est mardi, non, mais il y a des conditions particulières, faut on les mercredis en Ouais, plus. tu sais quoi, transition parfaite. Avant de travailler avec nous, tu avais tes propres process de production, tu passais avec d'autres prestataires, etc. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé concrètement entre le moment avant de travailler avec nous et le moment où, depuis que tu travailles avec nous, qu'est-ce qui a changé en termes de production? Est-ce que tu as vu peut-être plus d'ambition? On a vu que le décor quand même a beaucoup changé. Auparavant, c'était chez toi, avec tout le respect, chez toi, c'était très bien, hein. Ça avait vraiment une atmosphère. Aujourd'hui, on a complètement changé dans un studio. C'est aussi le fruit d'un processus de réflexion sur, l'ambition du podcast. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, je pense que j'ai pas les chiffres en tête de pourcentage, mais ce serait intéressant de les avoir. Je pense que 5 des podcasts qui existent sont rentables. Déjà, à mon avis. Enfin, c'est une statistique interne que je me Même suis fait moins. moi-même, mais je crois que vraiment, on dépasse pas tellement ce truc-là. Souvent, les podcasts, c'est une idée entre potes sympathique, tu lances ton podcast, t'as pas tellement d'idées des modèles économiques derrière, tu te fais plaisir, c'est OK. Moi, c'est pas ça le projet. Moi, mon podcast, c'est ma vie. C'est c'est ce que j'aimerais enfin, c'est ce que j'aimerais que mon métier soit dans 10 ans. J'aimerais faire du podcast encore dans 10 ans. J'ai pas enfin vraiment j'aime faire ça, je veux faire ça jusqu'à la fin, genre d'avoir des conversations avec des gens et donc pour faire ça jusqu'à la fin de ma vie, il faut un modèle économique qui est solide. En plus de ça, j'adore l'argent. Donc c'est bien de faire Franc. lier les 2. Et du coup, qu'est-ce qui a changé depuis qu'on Ouais. on est ensemble? En Bah en alors En fait, ouais. comment ça se passait avant? Donc là, tu fait un en fait, tu fait à peu près un an sans nous et Mmh. après tu as fait à peu près un an, avec nous, on va dire Bien depuis, sûr. voilà, 10 mois, quoi. Comment tu faisais avant et comment est-ce qu'on fonctionne, maintenant et qu'est-ce qui a changé, en fait? En fait, moi, j'ai toujours, eu l'objectif d'avoir une propre production interne. Mmh. Sauf qu'il y a un an, je gagnais pas assez d'argent pour, et bien, acheter 25 000 € de matériel et embaucher un monteur parce que ça coûte beaucoup d'argent et OK. cetera. Et sur le long terme, c'est des coûts qui sont tous les mois, en fait. Et donc, je vous ai rencontrés et donc ça, c'était une rencontre, super. D'abord, il faut dire dans quel cadre. On est, à la résidence, c'est un plateau d'entrepreneurs où on partage en colocation nos bureaux, tous ensemble. Donc ça, c'est, trop cool. Ça permet en fait d'être, sur le même niveau et de pouvoir, s'échanger plein de tips et cetera. Bien sûr. Et ce qui est génial, c'est que, eh bien, en fait, vous êtes une boîte de prod spécialisée dans le podcast. Donc, en fait, vous produisez que des podcasts. Vous faites pas d'autres choses, en Non. fait. Et ça, c'est absolument génial et c'est une force, à mon avis, qui est très forte, vu le nombre de podcasts qui naissent chaque jour ou chaque semaine et vu le nombre d'auditeurs qui écoutent des podcasts chaque année. Ce qui a changé, c'est évidemment la qualité. Vous êtes des professionnels de la vidéo. Donc, en fait, votre œil de vidéaste et de producteur, eh bien, il fait que la qualité, elle a été tout de suite supérieure. Je bossais avec des gens avant qui étaient en freelance, etc. Mais du coup, je devais avoir beaucoup l'œil et la main dans le montage. Là, le montage, j'ai la main dessus entre guillemets, on fait un body rush et cetera. Mais après, je vous enfin je après vous faites ça très bien. C'est-à-dire que après je repasse et cetera pour voir, moi ce que j'ai envie que le contenu soit, mais vous faites, En fait, c'est ça. super bien les C'est des choix. Toi, comme tu es une podcasteuse, on va dire le podcast, c'est vraiment ton cœur d'activité et c'est le truc qui te passionne. Bah, tu as fait le choix d'avoir plus la main sur, la post-production, sur les choix éditoriaux, sur les reels, sur, comment on découpe l'introduction. Mais c'est vrai que nous, on a des clients aussi. Par contre, eux, ils nous délèguent ah complètement, ouais, normal. toute cette partie-là. Ils connaissent rien, ils veulent pas du tout, s'en mêler. Mais nous, on s'adapte en fait en fonction de, en général, un podcasteur indépendant comme toi, qui a son propre truc et où c'est le cœur de son activité, il va beaucoup plus vouloir être impliqué sur les choix éditoriaux qu'une grande marque, qui va là plutôt nous déléguer absolument tout parce que,
bah, s'ils font appel à une agence comme nous, c'est justement parce qu'ils n'ont pas les compétences en interne, quoi. Évidemment, et même des créateurs, je pense, que vous avez en client, je sais pas s'ils ont autant d'investissement aussi sur la ligne éditoriale enfin sur 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 la production telle, du podcast. Enfin, moi, j'ai un peu une obsession du propos. Je vais aller chercher des phrases, des Ouais, ouais. bouts de mots, des trucs que je vais pour faire des belles introductions, des reels, des trucs. Ça vous m'aidez vachement parce qu'en plus, quand j'ai un doute, vous êtes là à fond pour être en mode, «Ça, c'est mieux» et cetera. Mmh. Et donc ça m'aide vachement. Non, mais je crois que votre qualité première, c'est vraiment la spécialisation du podcast parce que le podcast, c'est pas c'est pas une production YouTube, lambda. Non. C'est pas, les monteurs de Inoxtag ou de Michou qui font des podcasts. Le podcast, ça a des règles, ça a un rythme. Celui qui réalise les bandes annonces de Diary of a CEO, qui est, un podcast, leader dans le monde, c'est un mec qui a fait des bandes annonces de cinéma pour genre James Cameron, tu vois? Mmh. C'est un truc de ouf, en fait. C'est des gens, qui génèrent enfin, c'est des podcasts qui génèrent tellement d'argent qu'ils ont des stars de la prod, de la réalisation du truc et tout dans leurs équipes. Vous avez des équipes, qui sont vraiment très douées. Moi, j'ai bossé avec plusieurs de vos monteurs qui étaient vachement, vachement doués, Mmh. et ça a augmenté la qualité directe et en fait, la qualité, c'est très important dans un podcast. Même si on adore l'authenticité, la qualité, le fait que ce soit en 4K, qu'il y ait plusieurs plans, qu'il y ait, 3 plans minimum, Là, on va qu'il y ait passer à 5 une caméras belle lumière. bientôt. Vous avez une qualité aussi qui est très intéressante, c'est la qualité qu'à quotidien, vous arrivez à mettre en valeur les invités avec la lumière, vous les rendez beaux. Ça, c'est très important. Il y a rien de pire, que de passer dans un podcast où tu es dégueulasse. C'est vrai que souvent les invités te disent qu'ils se sont trouvés beaux dans l'épisode. Ça, c'est important, ouais. Exactement. On a fait un podcast avec Sophia Morgavi, Mmh. la prof de chant de la Starac, et elle m'a dit: «Je n'ai jamais été aussi belle dans une interview». Et franchement, en fait, il y a pas un meilleur compliment que Ouais, celui-là. ouais. Si l'interviewé, il se sent beau, Mmh. c'est bon, genre. Ouais. Bah, au Il quotidien, c ils sont en train de faire le buzz actuellement aux Ouais, États-Unis avec des reels partout sur bien sûr. TikTok de The French Show, Ouais, with the good lightning. exactement. C'est excellent. Bah oui, Mmh. et je trouve que vous avez bien joué là-dessus. Mmh. Ouais. Et Et du c'est coup, une petite question parce que donc tu es devenu rentable aujourd'hui. Tu m'avais dit, on a eu une discussion là, il y a un mois après où tu m'as dit qu'aujourd'hui ton podcast il est complètement rentable, c'est-à-dire que tu gagnes plus d'argent avec lui que Que tu j'en n'en perds dépense. ouais, avec la prod, avec le fait de trouver des invités, etc., de payer des gens pour programmer un peu certains invités. Du coup, est-ce que ça a été un long chemin? Combien de temps ça t'a mis avant d'être rentable? Et comment tu justifies que tu sois devenu rentable à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose que tu as compris que tu n'avais pas compris auparavant, qui t'a permis de passer ce pas-là? Bah, en fait, il y a plusieurs, chemins, hein, encore une fois. MrBeast, il disait que pendant 5 ans, il n'a pas gagné 1 € avec, sa chaîne YouTube. Il a même pas dépassé tellement les 1000 vues, quoi. En fait, il faisait des vidéos qui faisaient 500 vues à chaque fois, pendant 5 ans. Donc ça a été très long. Moi, je pense que ça a pris 1 an quand même. Ça a été beaucoup d'investissement. Ça a été beaucoup de travail d'aller chercher des sponsors, d'aller maquer avec des régies, d'aller, trouver même, des missions qui sont arrivées dans ma boîte de conseil, mais par le podcast, parce que j'anime ce podcast, parce que ça, tu vois? Et ça, c'est Ça, on peut génial. en parler peut-être. Toi, tu as beaucoup, pas forcément dire les montants, mais ton podcast t'a permis d'obtenir des Bah, contrats ouais, de conseil ouais. du coup, en réseaux sociaux, en influence, qui du coup sont des prestations qui vont au-delà, juste des modes de rémunération dont on parlait avant. En Ouais. fait, le fait que tu fasses ce podcast, que tu aies un peu cette posture-là de référente sur le milieu de l'influence te permet d'obtenir des contrats par ailleurs, de conseil, en fait. Tout à fait, de conseils ou même, pas forcément de conseils, enfin de conseils oui, mais autre chose aussi, des animations de talk show sur des chaînes Ouais, YouTube. Là, je vais faire un truc prochainement, ça va être trop cool. Des animations de soirée, c'est ça. pareil, là, je vais animer genre une soirée, pour les auteurs-compositeurs dans la musique. Enfin, tout ça, OK. c'est fait parce que en fait, j'anime un show qui est le mien Mmh. et donc on vient pour aller, retrouver ce style-là, Pour gratter ton buzz, en fait. pour gratter mon buzz et pour gratter mon style, finalement. Ouais. Pour gratter ma beauté. Non mais voilà, mais donc ouais, Ouais. ça rapporte vachement. L'objectif, c'est vraiment d'être 100 fois plus rentable que ça au niveau du podcast, au niveau du sponsoring, au niveau de l'argent que génère le podcast. Mais ça, c'est très, très long. On y Ça, travaille, c'est on y mais travaille. ça, c'est méga long pour les créateurs de podcasts. Il faut vraiment s'accrocher et je pense que le podcast, c'est de l'investissement Ouais. en temps, ça c'est vraiment faut pas compter ses heures, mais en argent aussi au début parce que ça coûte de l'argent, la Ouais. production, ça c'est tout le monde va vous le dire, hein. MrBeast met des millions d'euros,
alors c'est le plus grand youtubeur au monde, mais il met des millions d'euros dans ses vidéos. Il y a des vidéos que, Inoxtag, Michou, ils avaient fait une vidéo un jour où ils disaient qu'il y a des vidéos où ils perdaient de l'argent, en fait. Il y a certaines vidéos où tu perds de l'argent, Ouais. tu vois? Tu testes un concept, un nouveau truc avec une nouvelle, manière d'appréhender la production, une production plus grosse, Et en tu vas fait, perdre de l'argent. tout ça Loris, il dit qu'il perd de l'argent sur ses vidéos oui, et qu'il a perdu de l'argent sur sur son son Bercy. spectacle, ouais. Enfin, Mais après, c'est parce que c'est un milieu de passionnés, en fait, tu vois? alors, milieu passionné, mais c'est aussi parce que pour moi, aujourd'hui, un truc qui vaut plus que de l'argent aujourd'hui, c'est avoir de l'audience. Ouais. L'audience, en fait, c'est inestimable en argent, en fait, parce que une fois que tu as une audience sur les réseaux sociaux ou même que tu as de l'audience ponctuellement, en fait, derrière, ça t'apporte, si tu la calibres bien, si tu cibles bien les gens, si tu vas toucher la bonne audience, ça t'apporte beaucoup plus que, ce que aurait pu te rapporter ton argent, dans d'autres investissements. En fait, investir dans ton audience, dans ta popularité, dans ton personal branding, aujourd'hui, c'est un peu un mot, une expression un peu à la mode, mais en fait, c'est juste le principe d'avoir une audience personnelle. Mais en fait, ça apporte enfin, c'est un très bon investissement, quoi. Tu as des gens qui investissent en bourse, tu as des gens qui investissent, voilà, dans leur propre entreprise, mais tu as aussi des gens qui investissent sur leur audience, sur, voilà, leur popularité et en Tout à fait, fait. c'est aujourd'hui un des meilleurs choix peut-être que tu peux faire avec, Et le dans ta podcast, dépense c'est vraiment d'argent, le quoi. meilleur moyen pour le coup d'investir en soi. Ouais, bah, Parce oui. que, en fait, le truc, c'est qu'il veut dire que quelqu'un qui va regarder un podcast qui est animé par toi, bon, il le regarde aussi pour l'inviter en partie, mais il va t'écouter parler pendant 1 heure. Ouais. C'est quand même pas donné à tout le monde d'être écouté par des gens pendant une T'imagines heure. le temps que tu prends dans la vie des gens, ouais. Bah oui, c'est ça. Il faut se dire que là, il y a des fans de Julia qui, tous les dimanches, regardent 1 heure, voire 2 heures des fois de podcast comme celui d'Anna Assouline, là, 1 à 2 heures par semaine. Tu obsédé par Anna Souline, meuf. Je sais Ouais, qu'elle est fraîche, ouais, mais ouais, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais ces gens-là, ils sont forcément ils développent des sentiments, tu vois? Pas des sentiments amoureux, mais ils développent quelque chose. si, en tout cas, Et il le jour où développe tu un lien avec le podcasteur et un c'est lien ça. de confiance. Et le jour Exactement. où tu crées ta marque, bah, tu auras déjà tes premiers clients qui seront déjà là. Ouais, voilà. Tous les gens, Ah tu oui, regardes tous les gens qui commentent: «Bravo Julia, j'ai adoré ton podcast, trop bien» et cetera. Tous ces gens-là, ils seront là en précommande, tu vois? Et on a absolument. casquette conversation Et à la fin dans du et monde. dans les business models, on parlait des business models tout à l'heure, Mmh. heu, un podcast comme Légende, bon, on va revoir. Lui, donc il fait du booking d'invités, donc c'est une manière de gagner de l'argent qui est, à mon avis, une très grosse partie du chiffre d'affaires. Tout à fait. Call Her Daddy, elle, en fait, son chiffre d'affaires, il est généré par le sponsoring, par, effectivement les plateformes, mais surtout par les boîtes et les marques qu'elle lance sur le côté. Ouais. En fait, elle, c'est pas une influenceuse qui a lancé un podcast et voilà, c'est une podcasteuse qui est devenue énorme Mmh. et qui a monté un empire. Elle produit d'autres podcasts. Elle monte évidemment une régie podcast, avec plein de marques et cetera, et elle a monté une boîte de boissons, Ouais. gazeuses, ils montent tout ça aux États-Unis. Ils adorent boire des boissons gazeuses, des sodas alternatifs là, Ouais. et Unwell, et ça cartonne sa race. C'est comme, Logan Paul avec sa boisson Prime. Ils Ouais. montent tous des boîtes de boissons. Ils me Mais en fait, c'est parce que quand tu as un podcast, c'est un peu comme si tu devenais influenceur. Et du coup, de la même manière Ouais, que certains influenceurs lancent leur marque de. Voilà, il y a une situation qui a lancé ses marques de vêtements ou de je ne sais quoi. Et ben en fait, quand tu as un podcast, tu peux lancer la marque, on va dire, associée au podcast pour des produits dérivés et bénéficier de l'audience du podcast, en ou fait, des une autre fans, quoi. boîte, un truc, Ou autre chose, que ouais. Ciao Kombucha quoi, tu vois ce C'est que je ça. veux dire? Mais en, C'est en t'appuyant sur l'audience Ouais. que tu as acquis Tout grâce à à ton fait, podcast, en tout fait. à fait. Et moi, je pense que, mon avenir, de business model, je pense qu'il va plus tendre vers ça, plutôt que de faire du booking d'invités, parce que, mais on va quand même tester, parce qu'en fait, les gens qui payent le plus cher pour, être bookés dans un podcast, c'est les entrepreneurs. Ouais. Il y a pas un gars qui va, vendre, autre chose que, enfin, je sais pas quel gars peut dépenser, 50 000 €. Bon, donc si vous voyez un entrepreneur lambda dans le podcast Conversation à la fin du monde bientôt, dites-vous que voilà, Julia a encaissé un Je petit. dirais je dirais, Ah, tu diras. c'est un conversation avant la fin du monde business, et tu vois? Et je le dirais, et peut-être qu'on va avoir ça, mais c'est toujours avec mon propre, point de vue, mon propre prisme Bien et des sûr. questions qui m'intéressent vraiment, que j'ai à poser, à la personne en face, tu vois? Mais c'est ça qu'ils viennent chercher. Enfin, s'ils viennent Exact, pour dire eux-mêmes les questions qu'ils veulent recevoir, ça sert à rien. voilà. Enfin, Donc voilà, mais je pense quand même que ce sera pas le gros de mon business model. mmh, Je sais pas, on va voir, mais je pense que dans quelques temps, dans quelques mois, voire années, je pense que plus lancer un produit, ouais. ce serait plus ça. Mais de toute façon, on est au tout début. En fait, c'est un truc aussi intéressant que je trouve que tu avais dit tout à l'heure. C'est que le podcast, c'est vraiment, comme on disait, un océan bleu. C'est-à-dire que il y a tout à créer, pas que sur le côté business model, même si sur le business model, il y a aussi plein de choses à inventer. En fait, c'est un milieu qui est pas du tout mature encore. Donc, il y a Bah plein ouais. de choses à inventer, déjà du point de vue du business model, de comment est-ce que tu génères de l'argent avec ton podcast, qu'est-ce que ça t'apporte. Parce que tu as aussi plein de marques qui créent des podcasts
sans en faire leur centre de leur business model, mais juste pour que derrière, ça leur rapporte des choses en fait Bah ouais, en plus, alors qu'ils ont déjà un business model, eux, propre, existant, qui n'a rien à voir avec le podcast. bien sûr. Mais donc voilà, c'est un océan bleu sur le côté du business model, mais c'est aussi un océan bleu sur tous les autres aspects. Par exemple, nous, actuellement, on accorde un très grand intérêt aux introductions des podcasts. Bah oui. On a envie, nous, d'en faire une de nos forces Les principales sur intros, l'agence. mec, c'est En le fait, nerf de la guerre, c'est le les nerf de la guerre. intros. Mais ça, c'est tout neuf. Mmh. En fait, il y a 1 an ou 2 ans, tu disais l'intro, c'est le nerf de la guerre. On te disait, bah, je sais pas, moi, je fais pas forcément l'intro dans mon podcast. Aujourd'hui, tu fais pas l'intro dans ton podcast, tu n'as pas de podcast, Bah en fait. ouais. C'est essentiel. Mais du coup, voilà, c'est un océan bleu, en fait, où il y a même sur la manière dont tu, par exemple, vas intégrer une marque dans ton podcast, la manière dont tu vas parler d'une marque dans ton podcast. Par exemple, sur le podcast audio, souvent, ça se fait sous la forme d'un insert que tu mets 30 secondes au début du podcast. Mais en fait, quand tu as le podcast en vidéo, bah, tu as 20 000 manières différentes de parler d'une marque. Ça dépend. Après, pour l'intro, ça dépend. Tu as plusieurs écoles. En fait, tu vois, nous, on fait des grosses intros dynamiques parce que Ouais. c'est notre truc et que moi, j'adore personnellement. Je trouve ça trop stylé, même le contenu final. Enfin, Ouais. je le considère comme un contenu à part entière, l'intro Bien dynamique. sûr. Mais tu vois, une meuf comme Alice Moitié, qui a le podcast Alice Underground, elle commence son podcast. Ah si, elle fait une petite, Il y a une petite elle fait une intro. petite intro. Ouais, elle fait une petite intro, remarque. Guillaume Play, il en fait pas toujours des intros non plus, hein. Guillaume Play, des fois, il va mettre Non, 2-3 mais passages et il fait les amis, aujourd'hui, invité exceptionnel. Et tu vois, et puis il bah, commence directement. lui, c'est ça, ces trucs. Mais il est connu pour ça. Donc, il est Ouais. connu comme ça. Non, mais je l'aime bien, hein. Attention. Oui, oui, ah, non, mais oui. Oui, oui, non, Ouais. mais c'est vrai que lui, il introduit comme ça, en faisant ça. Ouais. Mais elle, oui, non, elle fait une intro. Ok, non, on coupe. Elle fait une intro. Et très vite, Alice Moitié aussi, ce qui est intéressant, c'est que très vite, il y a l'insert publicitaire qui va s'ajouter où c'est elle qui l'incarne. Ouais. C'est pour ça que je te disais, il y a plein de manières de l'insérer en fait. C'est que soit tu peux juste, au milieu de ton podcast, dire bon, alors ce podcast est sponsorisé par machin et tu t'en parles 30 secondes. Soit tu peux mettre en scène un petit truc. Soit bah, t'invites, évidemment, ça, on en parlait de booking. Enfin, en fait, il y a plein de manières différentes. C'est un peu un océan bleu pour le coup. Tu as tout qui a créé, même au niveau des intros, Océan bleu. tu vois, 1 minute, 30 secondes, 2 minutes. Enfin, tu vois, il n'y a pas de règles. Alors que je sais pas, par exemple, quand tu fais un livre, en fait, tu as des règles qui sont très précises. C'est une industrie qui est hyper mature. Tu vas pas commencer à inventer des trucs, à révolutionner le game, quoi. À part si tu t'appelles Léna Situation Ouais, bien sûr. et que tu lances ta propre boîte d'édition. Mais évidemment. Ou Éric Zemmour, hein, pardon, parce que le fondateur de. Enfin, pas le fondateur, mais genre, le mec qui a fait ça en premier, c'est Éric Zemmour, hein. Pendant un moment, là, il est chez l'Harmattan, je crois, parce que je pense qu'il a d'autres trucs à gérer, genre, Il connaît un bien son parti parcours, hein. politique. Éric Zemmour est beaucoup trop mentionné dans ce podcast. Et genre, Vraiment. non, mais moi, je m'intéresse. Enfin, là, dans cette conversation précise, je m'intéresse au modèle, pas aux gens. Enfin, évidemment que. Ouais. Voilà, quoi. Bref. Bien Mais sûr. On va lui faire lui, des bisous, ouais. lui, il a, je crois, vendu un livre à 500 000 exemplaires sur une boîte d'édition qui lui appartient, qu'il a créée. D'accord, ok. Mm. J'avais Alors, pas l'info. les amis, est-ce qu'on passerait pas au jeu? Alors attends, mais moi j'ai une dernière question Bah oui, avant de enfin, passer là, on au. comble, là, Ouais, on est, non, non, on est plein dans fond, l'émotion, on là. est lancé là. Est-ce que tu considères que ton podcast t'apporte autre chose que de l'argent? Enfin, c'est évident. Mais en fait, qu'est-ce que ça t'apporte au-delà de l'argent? Sur l'aspect spirituel, l'aspect, voilà, j'en sais rien, qu'est-ce Bien que ça sûr. t'apporte? Moi, je trouve que le podcast, c'est une formidable opportunité de rencontrer des gens et d'avoir des conversations profondes, deep et longues avec des gens que tu ne connais pas. Quand j'ai Rachida Dati en face de moi, ou Emmanuel Grégoire, ou une ex-otage israélienne, ou des gens Bien sûr. nimp, euh, j'ai une conversation avec des gens que n'aurais pas pu enfin, je n'aurais pas pu avoir cette Bah oui, conversation avec ces gens-là. Déjà, enfin, tu les croises pas tous les 4 matins, ces gens-là, en bien fait. sûr. Donc là, tu les convoques à te parler, en fait. En fait, Tu c'est beaucoup plus convoques simple les de gens dire à à te parler. quelqu'un. Non, mais faut être cinglé aussi, hein. Ouais. Faut être un ouf, en fait, quand t'es podcasteur. Tu obliges les gens. En plus, c'est un peu un truc un peu de menace, puisque tu leur dis, moi, j'ai grave de l'audience, en fait. Mm. Donc, tu vas venir me parler à moi, parce que en fait, il y a des gens qui écoutent. Et c'est moi qui ferai les questions. C'est moi qui décide des questions et de mon style. Faut être vraiment névrosé. Ouais. Mais c'est beaucoup plus simple de dire à quelqu'un, viens, je t'invite sur mon podcast et tu vas faire de l'audience grâce à moi, plutôt que de lui dire juste, viens me prendre un café, en fait. Et du coup, ça te Ouais. permet d'inviter, bah, en fait, le podcast, c'est un excellent moyen de networking. C'est-à-dire que bon, toi, ça te permet par exemple de rencontrer la Starac, Marlène Schaff, Sophia Morgali, parce que tu étais fan de la Starac. Tu te dis, bon, bah, je vais inviter les gens qui font la Starac, en fait, tout simplement. Bon, ça, c'est ta manière d'utiliser ce truc-là. Mais pour des grosses boîtes, par exemple, elles peuvent se dire en mode, moi, j'ai tel PDG de telle boîte, c'est mon prospect, en fait. Et, bah, du coup, au lieu de lui dire, viens, s'il te plaît, on prend un café, on discute, je lui dis, bah, viens, je t'invite dans mon podcast. Et ça va être en fait l'occasion bah, d'avancer sur notre contrat, quoi. Ou d'écouter un témoignage d'une personne qui a traversé le même drame que toi ou Ouais, la même tout à expérience que toi. C'est ce qu'on avait fait avec Coming Out. C'était une manière aussi de se réparer un peu nous-mêmes bien sûr. ou personnellement d'un coming out un peu compliqué, etc. Donc j'ai rencontré 55 personnes qui m'ont raconté leur coming out. Donc en fait, je suis devenue experte en coming out. Enfin, genre, à la fin, genre, mec, tu sais, T'as dans refait les des coming out mariages. après ça ou?
J'ai refait des coming out. Bah, après, voilà, t'as Tu sais que j'ai envie de faire des coming out sur le Conversation avant la fin du monde. Genre refaire des gens qui viennent faire leur coming out. Bah, Pas mal. faisons ça. Non mais mec, après coming out, genre quand j'allais dans les mariages fudge et tout, genre, tu sais où tu dors sur place, genre c'est des mariages sur plusieurs jours, genre les gens toquaient à ma porte et venaient me raconter leur coming out. Genre, Excellent. je suis devenue genre un gourou coming out. Putain. C'est fou. Elle est devenue consultante coming out. Tu vois. Consultante en coming out. Il y a plein d'argent à se faire là. On fait une petite conclusion peut-être. On peut faire une conclusion. Les amis, lancez-vous dans des podcasts. En fait, ça crée vraiment du bonheur dans vos vies parce que vous rencontrez C'est la des conclusion gens. du propre podcast. Ouais, vous rencontrez des gens tout le temps, que vous vous intéressez à leur vie puisque vous écrivez des interviews sur eux. Donc, en fait, ça vous permet de connecter de manière très profonde avec des gens sur des durées voilà, relativement longues ou courtes, ça dépend. Mais franchement, ça crée énormément d'opportunités. Il n'y a rien de plus puissant qu'un podcast pour se faire un réseau. Merci beaucoup, Julien, en tout cas, d'avoir joué le jeu. Merci Julia. Merci les amis. Love.